Salut YouTube, ça va? Aujourd'hui, on va voir une interview d'un grand intellectuel, d'un grand militant, d'un grand philosophe, d'une grande figure de la gauche radicale, anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-raciste, anti-tout. Certaines personnes l'ont connu comme critique cinéma, mais moi je l'ai connu comme critique de notre réalité, comme critique de notre modernité. C'est un peu le Che Guevara du cinéma, du monde de la critique du cinéma. J'ai bien sûr nommé El Régé le Gorilla. Et oui, il a fait une interview pour À Gauche, la chaîne À Gauche qui fait des interviews de gauche, des interviews politiques, et Régé le Gorilla a accepté de participer à cette interview. Sur YouTube, tu likes, tu commentes, tu partages. Tu suis la chaîne et tu viens sur Twitch, on s'amuse comme des petits fous. Génial, incroyable. Et aussi, si tu as des sous-sous dans ta poche, tu les donnes dans la cagna gnognotte. Ok? Avec les liens en description. Alors, juste moi, très vite avis sur Régé le Gorilla. Je le trouve sympathique. Vous savez que nous, on le connaît dans la vraie vie. Hein. Il vient dans nos plateaux, il vient faire des émissions et tout. Pour. Comment ça s'appelle leur truc là Feldup Ragebait pour Ragebait, moi je le trouve sympathique, il est sympa, en plus il est sympa comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'il parle pas trop. Voilà, bonjour, ça va, tranquille, ouais, et il fait son émission, il se casse. Vraiment, je veux des amitiés comme ça toute ma vie. Bonjour, ça va bien, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Allez, bonne continuation. Oh, mais la vie serait belle si on était tous amis comme ça. Il y en a d'autres, ils me racontent leurs problèmes, leurs soucis, ils veulent aller boire un café. Non, laisse-moi tranquille, ok? Bref, très sympa et tout. Après, politiquement, je le trouve un peu nul. Mais qui est en train de changer. On rappelle que lui, c'est un ancien macroniste qui est en train de devenir de plus en plus gauchiste. Mais là, il est dans l'étape du gauchiste un peu nul. Voilà, pour moi, Régé, il est devenu gauchiste et en plus, il croit avoir raison sur tous les sujets, en néo-gauchiste, mais un peu nul. Là, je l'ai vu, ses tweets sur Israël. Mais il m'est sympathique quand même. Il m'est sympathique. Ah oui, le cata sur Israël, mais bon, il n'y connaît rien, c'est pas grave, c'est la vie. Moi, j'y connais rien en cinéma. Bah, je parle pas de cinéma. Allez, c'est parti. À gauche. Oui, c'est vrai. Mais non, mais je donne pas mon analyse. J'interroge des gens qui s'y connaissent en cinéma. Pourquoi tu as accepté l'entrevue avec une chaîne politique de gauche? Je pense qu'aujourd'hui, il faut soutenir... La gauche. C'est quoi ce décor là? Attendez, ils viennent déménager, regardez ça. Attendez, j'enlève ma chaise. Regardez, tu viens de déménager, frère. Qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as pas assez d'argent pour acheter un meuble là, pour tes fils et tout là? C'est bon, moi j'ai envie de... Après, c'est devenu un vrai gauchiste aussi, il faut le signaler. Il y a un effort de gauchiste. Les comptes et les gens de gauche dans ce qui se passe dans le monde et en France et en Europe. Et c'est pour te donner peut-être un peu de gaz. C'est surtout par rapport à ça, c'est vraiment pour soutenir... Ah ok, c'est vraiment en mode bon prince. Je viens juste pour soutenir ta chaîne de merde en fait. Ouais, je vois que tu décolles pas trop, donc vas-y, je viens sur ton truc là à gauche. Allez, pose-moi tes questions, ça dure combien de temps? 1 heure? Ouais, bon, pas plus, hein, ok, hein, c'est pour te donner du gaz. Hein. Oula. Quelle est ta définition de la gauche? C'est des questions un peu... genre, personne n'a vraiment une définition précise de la gauche, hein. Mais voyons. Il est chez Zawaprod, il est pas chez nous, il fait des émissions dans nos studios, dans nos plateaux et tout. Il loue nos plateaux, mais il est pas à la Zawaprod, il est à la Régé le Gorilla Prod. Alors, pour moi, il y a des trucs essentiels... qui sont donc... Pour moi, c'est la gentillesse, l'empathie, le fait de donner. On donne beaucoup d'argent et on aide les autres. C'est ça pour moi la gauche. La distribution des richesses, je pense que c'est la cause principale. Tout ce qui est antiraciste et tout, pour moi, c'est même pas un combat de gauche. En théorie, ça devrait être la base. On dirait les trucs d'éducation civique. Non, mais l'antiraciste, ça devrait être la base. C'est ni gauche ni droite. Normalement, ça devrait être normal, monsieur. On devrait tous être antiracistes, en fait. Il n'y a pas de gauche-droite. Tout simplement. Je suis pas, à titre personnel, anticapitaliste, mais je pense... On l'avait deviné. Non, mais après, Régé le Gorilla, c'est un social-démocrate, quoi. Et après, c'est bien, il faut des sociodémocrates. Faut voir.
Je pense que lui, son maximum de radicalité, ce serait un Piketty, tu vois. Un Piketty pourrait, à la rigueur, voter et payer plus d'impôts. Et c'est déjà très bien, hein, c'est déjà très bien. Moi, je l'aime bien quand même, hein, malgré ses positions catastrophiques. Je pense qu'on peut associer ça de manière générale à la gauche. Et pour moi, le socle commun, vraiment, le truc qui est fondateur, pour moi, c'est vraiment la distribution des richesses, quoi. Ça devait être la base un peu de l'idéologie à gauche, en tout cas comme... Ouais, les Zuckman Corp, mais ça ferait plaisir. En plus, les gens, mine de rien, Reggie Le Gorilla, je pense qu'ils gagnent de l'argent. Hein, parce que nous, parce qu'il faut quand même le signaler. Nous, ça nous dérange pas de dire faut partager les richesses. On n'en a pas. C'est nous, on va les prendre. Oui, c'est assez facile quand on est dans notre position de dire faut partager les richesses. On va être ceux qui allons les avoir. Donne tes richesses. Lui, c'est quand même un petit peu courageux vu sa position de gagner un petit peu d'argent. Je pense qu'il gagnait un petit peu d'argent et tout, et qu'il en gagnerait plus s'il payait moins d'impôts. Gagnerait beaucoup plus d'argent et qui sont en mode faut partager les richesses. Voilà, je trouve que c'est honorable de sa part, mais on prendra quand même. Comment passe-t-on d'un libéral macroniste à une personne qui soutient Jean-Luc Mélenchon? Il soutient... Mais attendez, je croyais qu'il soutenait pas Jean-Luc Mélenchon. Il était pas en mode casse-couille, Jean-Luc Mélenchon, faut qu'il se retire, il parle fort, il fait peur. Ah, attends, on va voir. Avec des réserves, si depuis une semaine... Ah, depuis une semaine, il soutient Mélenchon, ok. Maintenant qu'il est candidat, il est en mode vive Mélenchon. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Non, ça va, c'est bien, hein. Moi, je pense sincèrement que j'ai pas beaucoup changé. Je pense que c'est le monde politique français qui a changé, surtout, qui est passé beaucoup plus à droite. Mélenchon et les filles y compris. Attends, la tech, c'est que Mélenchon et les filles sont beaucoup plus à droite qu'avant. Ah, je trouve ça culotté, là. Là, c'est l'avis d'un ultra-gauchiste. Attendez, c'est quoi ça? Parce qu'au contraire, je trouve que... moi, je suis désolé, mais la FI, c'est en train d'être beaucoup plus à gauche que les positions d'il y a 10 ans. Hein. Et même Mélenchon, et notamment sur les questions antiracistes, les questions... Non, mais après, peut-être, mais c'est déjà intéressant de dire ça, moi. Pour moi, ils sont beaucoup plus des centristes de gauche aujourd'hui, chose que je me suis toujours un peu considéré. Ah, sa tech, lui, c'est que c'est pas changé. J'ai pas changé, je suis toujours un centriste de gauche. C'est la France Insoumise qui est devenue centriste de gauche. Bah non, moi, le centre-gauche, c'est vraiment le PS ou Europe Écologie Les Verts. Mais bon, oui, bon, si tu veux. Mais en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que dire que la France Insoumise sont des centristes de gauche, j'accepte ça d'un RP. Voilà, d'un connard à révolution permanente qui casse les couilles. Ouais, vous êtes des réformistes, nanana. Bon. De la part des gens qui se présentent à toutes les élections, hein, mais passons outre. Mais voilà, je veux dire, TRP, je suis en mode, ok, bon, si tu veux, c'est centre-gauche. Lui, je comprends pas pourquoi il nous dit que c'est centre-gauche. Mais ok, allons-y. Ouais. Et je me considère encore aujourd'hui un petit peu, je pense, même totalement. C'est surtout eux qui sont moins à gauche, en fait. Et tout le monde est moins à gauche, et tout s'est décalé. Ça, moi, je serais pas d'accord. Je trouve qu'il y a une radicalité à gauche de soutien des soulèvements de la terre, sur l'antifascisme. Exemple tout simple, Jean-Luc Mélenchon qui, lors des émeutes pour Naël, dit « Je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice ». Il n'aurait pas tenu cette position il y a 20 ans. Donc non, il y a sur beaucoup de points une radicalisation, entre guillemets, un déplacement sur la gauche de la France insoumise. Hein. Voilà, il y a plein de sujets où je suis en mode, ouais, ils sont sur la Palestine, il y a plein de trucs. Soutenir Mélenchon reste un positionnement très à gauche. LFI est un parti très critique du capitalisme, par exemple. Je suis pas sûr que les filles et Mélenchon ils aient envie de dépasser le stade du capitalisme aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis rapproché. Bon, après, je pense que c'est pas une question d'envie. Je pense que c'est plutôt une question de possibilité. Quand t'es un parti qui va te présenter à l'élection présidentielle, et vu l'état du monde aujourd'hui et de ce que ça demanderait de passer autre chose au post-capitalisme. Si c'était seulement une question d'envie, il n'y aurait pas de souci. Là, c'est surtout une question de possibilité. Parce qu'en vrai, moi, je pense que Mélenchon, en vrai de vrai, je pense qu'il y en a plein à la France Insoumise. C'est leur rêve, quoi, de outrepasser le capitalisme et d'imaginer une autre société. Mais bon, est-ce que c'est réalisable? Non, voilà, c'est pas réalisable. Idéologie. À l'instant T, hein. À l'instant T, là, voilà. Déjà qu'ils gagnent des élections et qu'ils arrivent à appliquer un programme social-démocrate, ça va être un exploit. Hein, ça va être un exploit. Là, juste ça. Moi, je suis pas anticapitaliste. Je pense que le capitalisme est fondamentalement une bonne chose, mais pourquoi fondamentalement? Attendez. Avec des limites. Je pense qu'il faut vraiment encadrer, réglementer.
Bon, il connaît pas, il sait pas ce que c'est le capitalisme, les gens. Je croyais qu'on avait passé l'étape de il faut réglementer. C'était Sarkozy en 2007, hein, Sarkozy, qu'il fallait un capitalisme quoi? C'était quoi? Ça n'existe pas en fait, ça n'a pas de sens. Votre truc, ça ne marchera pas. Là, il faut encadrer le capitalisme. Ce ne sera plus le capitalisme. Il faut lui baiser sa mère au capitalisme. Voilà ce qu'il faut faire. Mais le capitalisme, il tend... Et en plus, c'est quoi les logiques de il faut encadrer le capitalisme? Je sais pas, par exemple, il faut empêcher de faire des profits. Il y a un terme de profit qu'il faut empêcher de faire, bah, ça sera plus le capitalisme. Tu crois que les bourgeois, ils vont faire quoi? Ils vont rester sages? Aujourd'hui, vers quelque chose de plus néolibéral, ça c'est clair et net. Et il y a aussi, je fais une petite parenthèse parce que c'est aussi la tendance là des tweetos, droitards, libéraux ou libertariens. L'une de leurs phrases préférées, c'est mais en fait, si tu t'y connais en économie, t'es pas de gauche, t'es de droite. Voilà. T'es de gauche parce que tu t'y connais pas en économie. Si tu t'y connaissais en économie, ton système ne marcherait pas. Et en fait, il y a un obstacle majeur qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que effectivement, bande de trous du cul, un programme socialiste ne marchera pas dans le mode de production capitaliste. C'est évident. En fait, ils ne comprennent pas que, oui, dans un mode de production capitaliste, il n'y a que les logiques libérales qui peuvent marcher. Et encore, il faut savoir ce qu'on entend par marcher. Qu'est-ce que ça veut dire une économie qui marche quand on voit les pauvres, quand on voit la famine, quand on voit la catastrophe écologique, quand on voit les crises, quand on voit les multiples guerres qui ont accompagné le capitalisme. Il faudrait savoir ce qu'on entend par marcher. Mais effectivement, un mode, je veux dire, notre idéal économique demande à renverser le mode de production capitaliste. Et tu ne peux pas appliquer une logique, une société communiste avec une valeur communiste, parce qu'en fait, ça demanderait aussi à changer ce que tu entends par valeur et ce que tu entends par travail. C'est presque une question anthropologique, le renversement vers le communisme. Donc oui, ça ne va pas marcher, ces programmes-là, dans le capitalisme. Là, ils ont pris un exemple, je ne sais pas si vous savez, mais au Crous, parce qu'il y a les repas à 1 euro, et ils ont des crises. Il y a une crise dans les Crous et tout, parce que il y a une pénurie. Il y a une pénurie de nourriture, il y a une pénurie de... Et ils n'ont pas lu l'article de l'UMA. Et ils ont fait, ah ben voilà la preuve que ça ne marche pas. Bon, déjà, une pénurie de nourriture, c'est pas ça, je veux dire. C'est pas genre, il n'y a plus du tout de nourriture dans la société. Mais effectivement, c'est difficile quand tu n'es pas préparé et qu'en plus tu as plein de contradictions et de contraintes dans le système capitaliste actuel et que l'État ne donne pas les moyens. Il est difficile pour le Crous, il est difficile pour les gens qui s'en occupent de répondre à la demande. Mais c'est pas dans l'absolu que c'est impossible. Ces repas à 1 euro ou le fait que tout le monde puisse manger à sa faim. C'est dans le mode de production actuel dans lequel tu as certains qui spéculent sur la nourriture, sur le blé, etc. que ça devient difficile, oui, de nourrir tout le monde à bas prix. Mais dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Est-ce que vous comprenez la logique? Est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est débile, votre réflexion? La pénurie est organisée. Oui, mais eux, en fait, tu les écoutes, ils ont presque l'impression que à cause des repas à 1 euro, il n'y a plus de bouffe en France. Tu sais, il y a pénurie de nourriture, mais réfléchissez 2 secondes. Non, il n'y a pas de pénurie de nourriture. Il y a de la nourriture, on en remplit des poubelles de nourriture. On en jette le nombre de nourriture qu'on balance à la poubelle pour rien. Donc, c'est pas une pénurie de nourriture qu'il y a. C'est juste que c'est mal préparé et qu'il y a plein d'obstacles à ça. Et de plus incontrôlés un peu partout, où surtout les gouvernements de droite sont contre. D'ailleurs, Wissam Daviso sur le impérialisme capitaliste est tellement basé, j'en ai parlé régulièrement aux gens qui m'entourent. Ah bah merci beaucoup. Hein. Merci, ça fait plaisir Yamishin. Et je vais essayer de faire cette vidéo d'1h30. Je vais essayer d'en faire une version de 45 minutes avec un montage un peu plus dynamique, quoi. Parce que là, il n'y a pas de musique, il n'y a que moi qui parle, face cam. Donc ça peut être un peu chiant à écouter. Mais j'étais un peu solo pour tout faire et je vais essayer d'en faire une version beaucoup plus dynamique. Pour la réglementation. Et je pense que sur cette base de distribution des richesses, surtout pour moi, c'est un truc un peu plus essentiel où capitalisme, ok, mais une version plus soft, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça le capitalisme soft? J'aime l'idée! Je sais pas, c'est quoi? C'est un capitalisme qui pille pas trop? C'est un capitalisme qui exploite pas trop? C'est un capitalisme qui détruit pas trop la nature? C'est ça le truc? Le capitalisme gentil. C'est du socialisme. Le capitalisme tout doux. On peut appeler ça du socialisme ou pas. Franchement, pour moi, c'est des questions de sémantique. Après, c'est au cas par cas parce qu'il y a des parties. Parce que là, tu vois, il me dit un capitalisme gentil qui serait un socialisme. Mais au final, c'est quoi pour toi le capitalisme? Qu'est-ce que ça représente? Si, comme tu le dis, ils vont se considérer comme sociodémocrates, socio-libéraux et ce genre de trucs. En fait, ça dépend vraiment de c'est quoi le curseur.
Reggie le gorilla, si tu veux, je t'offre le livre de Bernard Friot, enfin Paul Lemaillet qui a fait une vulgarisation des travaux de Bernard Friot, et je te l'offre sans souci. Je pense que ça pourrait t'intéresser et qui est une très bonne introduction à ce qu'est le capitalisme, ce qu'est le travail sous le capitalisme, ce qu'est le travail, ce qu'est la production de valeur, les différences entre valeur d'usage, voilà, on fera valeur marchande et tout, et qui explique ce que serait un programme qui serait en plus. Moi, pourquoi je conseillerais à des gens comme Reggie, n'hésite pas à lui offrir, en vrai, c'est un type qui est en demande de contradiction, mais en plus, ce que j'aime beaucoup chez Friot, c'est parce que ce que nous disent souvent les critiques de droitard, c'est vous imaginez pas un autre modèle, qu'est-ce que vous proposez à la place, c'est quoi vos utopies et tout, et c'est vrai que très souvent, on reste dans l'abstrait. L'avantage de Friot, c'est qu'il a un truc, alors il y a des critiques à faire, en fait, il y a des choses qui sont pas totalement finies de penser, il faudra voir aussi dans la pratique, c'est des choses qu'il faut discuter, mais t'as un truc, voilà, concret, voilà, c'est palpable. Tu vois à peu près ce que ça pourrait représenter. Tu vois, t'as déjà un brouillon, t'as déjà un truc en disant, ah, mais en fait, c'est faisable, c'est réalisable. C'est ce livre, les gens, attendez, je vous le montre. Communisme et salaire chez Bernard Friot, petit manuel critique et politique, et ça revient sur tous les travaux, le travail de Bernard Friot, et ça le vulgarise, ça le présente, ça montre aussi les critiques qui lui sont adressées, les réponses de Friot, et aussi les questionnements qu'il y a encore aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est, comment fixer la qualification, le niveau de salaire et tout. Mais voilà, peut-être que moi c'est le genre de livre à offrir à des gens qui sont en train de se gauchiser, mais qui sont toujours en mode, ah mais allez vous renversez le capitalisme, mais oui c'est ça, il y aura plus de valeur, il y aura plus de travail, on sera tous heureux, libres. Bah ça, moi, ça fait un truc concret. Friot, il y a vraiment un truc concret. C'est facile, ça va. C'est beaucoup plus facile que de lire Friot en tout cas, hein. Je vous le dis. Hein. Oui, la couve, c'est tiens. Et vous verrez, vous savez que j'ai fait une interview de Friot il n'y a pas très longtemps. Ça devrait sortir bientôt et on en parle de tiens, vous verrez. Mais trop heureux de l'interview, de la vidéo que j'ai fait avec Friot. J'espère que ça va vous plaire, ça sera sur ma nouvelle chaîne. Mais j'ai été trop heureux de ça, vous verrez. C'est assez surprenant. Mais bref, je lui offrirai parce que je pense que ça peut parler à des personnes comme Reggie, ce genre de vidéo. Il est toujours au PCF, oui, et vous verrez, on en parle un petit peu. Dans chaque pays, quoi. Mais oui, tu vois, par exemple, moi je pense pas que les filles aujourd'hui ils sont anticapitalistes. Je vois pas du tout ça en eux, quoi. Oui, moi je suis d'accord. En fait, ils sont dans une gauche de rupture qui, moi je dirais, qu'ils flirtent avec l'anticapitalisme, qu'ils ont une logique anticapitaliste à long terme. En fait, ils n'ont pas une politique anticapitaliste, mais ils sont habités par un idéal anticapitaliste. Voilà. Et oui, dans leur politique, elle est anti-néolibérale. Mais ils ont un idéal anticapitaliste. Ils rêvent d'une société anticapitaliste. Mais dans leur pratique et dans leur programme, c'est surtout anti-libéral et gauche de rupture. Mais avec l'espoir, parce qu'ils sont assez, bon, dans ma tête, ils sont étapistes, réformistes. C'est pas des mauvais mots pour moi. Hein. C'est aussi une stratégie. Je suis d'accord avec Johan. Il faut faire toutes les stratégies. Il faut les stratégies électoralistes qui demandent à être plus réformistes. Et il faut les stratégies de terrain, dans les manifs, dans les ZAD, dans les occupations, où tu es beaucoup plus radical. Faut allier les deux. Et ouais, voilà, mais ils sont habités par un idéal anticapitaliste. C'est vrai. Tu sais, avec Mélenchon qui dit souvent on taxe au-dessus de... C'était quoi? C'était 12 millions, je crois, en 2022. Pour moi, ça, c'est des trucs... Enfin, 12 millions d'héritage, ça va, quoi. Ah oui, mais on est d'accord. Non, mais attends, Reggie, je pense que Mélenchon, il aimerait plus, hein. Non, mais en fait, il faut aussi se rendre compte... Je veux dire, la critique de « Oh, Mélenchon, c'est pas assez », je pense que Mélenchon lui-même aimerait mettre même encore plus bas. Genre, on taxe à, allez, 1 million, si tu veux. Sauf que tu te rends compte que déjà, dire on taxe au-dessus de 12 millions, 1 million 3... Oui, c'est 1,3 million. Tu te rends compte que c'est déjà une catastrophe pour les gens, c'est déjà un scandale. Tu parles de vouloir un capitalisme à visage humain, mais ces notions sont des fables du néolibéralisme. Oula, j'ai l'impression que l'interview est un peu orientée. Est-ce que l'intervieweur est orienté à gauche ? C'est idéaliste de penser qu'on peut réadapter le capitalisme comme tu le suggères. Ouais, mais en fait, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut tendre, s'il faut, vers un truc anticapitaliste, hein, pourquoi pas. Mais il faut y aller de manière progressive. Je pense pas qu'il y a une rupture qui peut être faite sur ce système-là qui est trop ancré. D'ailleurs, c'est aussi le propos de Bernard Friot sur et ça aussi, je trouve ça très intéressant. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a trop l'image du grand soir qui instaurerait enfin le communisme d'un jour à l'autre. Et lui, il explique que non. En fait, ça va être petit à petit par des acquis. Et ce qui s'appelle aussi le déjà là communiste, des choses qui représentent, préfigure déjà le système capitaliste, et notamment la sécurité sociale ou d'autres exemples comme ça. Mais il dit que l'exemple de ça, c'est la bourgeoisie. Vous croyez que le capitalisme ne s'est pas imposé d'un jour à l'autre ?
Il y a eu un long processus où les bourgeois ont petit à petit mis en place leur idéologie, mis en place leur marché, mis en place leur philosophie, mis en place... Donc c'est un truc aussi... Après, il y a des accélérations, il y a des grosses étapes et tout, mais il y a vraiment la vision long terme à garder en tête, quoi. C'est un mec de foi. Les gens, vous n'êtes pas prêts à l'interview que j'ai fait avec Frio. Voilà, on va parler du Christ, croyez-moi. Il était chaud, hein. Il était chaud, le Frio, sur le Christ, hein. Bah, la vérité, c'est que je pense que la rupture, ça peut pas marcher, quoi. Enfin, une vraie rupture anticapitaliste, tu passes d'un système capitaliste à pas capitaliste d'un coup, dans un monde libéral, d'échange de capitaux. Oui, oui, on pense bien que ça va pas se faire, ça n'a pas de sens. Je vois pas comment ça pourrait se réaliser même. Mais bon, personne dit ça, je crois, à part les radicals avec leur clope, personne ne croit à ça, quoi. Je veux dire, même aujourd'hui, même, tu vois, sur des gens qui sont vraiment dans la radicalité, dans l'autonomie et tout, tu vois, par exemple, même les soulèvements de la terre et tout, ils ont une réflexion autour de ça. T'as vraiment que les anarclopes qui s'imaginent que d'un soir à l'autre, il y aura le grand soir et on va renverser la valeur, il y aura plus de marché et tout le monde aura tout, quoi. Oui, donc on n'y croit pas. Même dans l'ultra-gauche, il y a des réflexions sur ça. Dans l'Union européenne, dans le monde, c'est compliqué. Mais je pense que d'un point de vue et du pays et de l'Union européenne, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour, entre guillemets, limiter la casse et ralentir un peu la progression de ce néolibéralisme de manière générale et des inégalités aussi. Parce que, peut-être on en parlait tout à l'heure, mais oui, la gauche, c'est aussi la lutte contre les inégalités, mais moi, ça revient avec la distribution des richesses, quoi. C'est surtout ça. Au final... Et tu vois, ça, par exemple, le truc de les inégalités, la distribution des richesses, c'est quelque chose que Frio déteste. On en a discuté, mais par exemple, le truc d'aider les pauvres, de redonner ça l'énerve, ça le rend fou. Parce que lui, il est en mode, mais t'as rien à aider et t'as rien à donner, ça nous appartient en fait. Genre, il n'y a pas un truc, il n'y a pas des gens qui, oh, je vais être gentil, je vais donner aux autres. Non, en fait, tu as volé ce que tu as. Et tout le monde, et aussi, il s'oppose à l'idée de travailler pour vivre. Mais vous verrez. Révolutionnaire. En fait, Bah non, au final tu n'es pas révolutionnaire. Attends, moi je trouve que au moins, ce que j'aime bien chez Reggie, ce que je dois avouer que j'aime bien chez Reggie, c'est que, vas-y, je finis par ça et on fera la réponse après. Mais juste pour terminer et on fera la deuxième partie mardi, ce que j'aime bien chez Reggie, c'est que je trouve qu'il est assez honnête, il est assez franc, il cache pas ses positions et il est ouvert à la critique. C'est-à-dire, il dit ce qu'il pense, même s'il pense que c'est une mauvaise, même s'il est pas sûr de sa take et tout. Il dit son truc, il est très honnête avec lui-même, en mode bah non, je suis pas révolutionnaire, non, je suis pas vraiment anticapitaliste, mais il est ouvert à la critique. C'est pas quelqu'un, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est pas quelqu'un qui va s'énerver et qui va mal le prendre si tu le critiques. Même au contraire, il va dire bah viens, on en discute. Ou moi j'aime beaucoup ce genre de personne. En mode bah ouais, y a pas de souci. Bah c'est Internet. Je trouve qu'il a aussi compris le truc d'Internet en mode bah on est là pour critiquer, y a pas de souci quoi. Allons-y hein. Donc voilà. Et bah écoutez, on fera la seconde partie mardi. Et je vais faire le petit effet pour mardi, attention. Et on est de retour, j'ai appris plus de temps que prévu, désolé YouTube. Alors pour vous, il y a eu quelques secondes qui sont passées, mais moi, il y a eu une éternité qui est passée. Et entre-temps, entre le début et le début de cette vidéo, ma mère est morte. Et voilà, un peu retardé mes plans, il a fallu rentrer chez moi, les gens, les réconforter, l'enterrer, hein, madame, et revenir ici. Donc là, on est de retour pour le stream. Et oui, ma mère est vraiment morte, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, alhamdoulilah, ça va. Alors, en tout cas, moi, ça va. Vous, ça va? Vous allez bien? Eh ben, tant mieux. On continue. On va continuer la vidéo de Reggie le Gorilla. Et on en était tout ça pour pas te donner un cadeau. Bah oui, parce que oui, parce que j'ai oublié ça. Entre temps, ma mère est morte, il y avait aussi mon anniversaire. C'est mes 35 ans, ok? J'ai 35 ans maintenant. J'ai 35 ans, je suis orphelin. Donc tu donnes de l'argent, il y a des liens en description. Il y a les liens en description si tu veux donner de l'argent, n'hésite pas. Allez, on continue. Donc Reggie le Gorilla, je me rappelle plus ce qu'il disait là, on en était où? Mais en gros, depuis le début, c'est un peu un normie qui veut moraliser le capitalisme, quoi. C'est en mode, oui, mais moi je suis pour payer plus d'impôts, mais le capitalisme, c'est le capitalisme, c'est utile. Au final, donc là. La question qu'il lui posait, là, on en était là, il lui a dit, au final, tu n'es pas révolutionnaire. Oui. Oui, effectivement, je ne pense pas que Reggie, le Gorilla, est révolutionnaire. Je pense pas. Oui, je pense que lui, c'est un réformiste et ça lui irait si on pouvait un peu aider les pauvres, quoi. Il n'y a pas de souci. moi, j'ai eu 18 ans en 2015, à 2 ans de l'élection présidentielle de 2017. En 2017, j'ai voté Mélenchon. Attends, il a quel âge? Oh putain, j'ai 10 ans de plus que lui. Déjà à l'époque. Ensuite, Hein? Je suis vieux. Oui, je suis vieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis vieux. 29 ans, putain, mais il fait plus vieux, on est d'accord, hein? Oh là là. plutôt Macron.
Et pour moi, il y a deux trucs enfin plusieurs trucs. C'est moi, j'ai souvent voté par rapport à l'aspect géopolitique. Premièrement, moi, j'ai toujours été, je Ouh reste là toujours là. très Donc ça veut dire qu'il risque de voter Glucksmann. Voilà, si son intérêt premier c'est la géopolitique et qu'il est très atlantiste, Mélenchon, pro-Union européenne et Macron cristallise vraiment ça. il a voté Macron, ce gros mytho, il est assistant parlementaire Renaissance, je l'ai vu plusieurs fois à Strasbourg. Ok, le fou. Ok, d'accord, Red Skull. La rumeur permanente. J'ai l'antinucléaire, pour moi, c'était un point de rupture aussi avec Mélenchon au fil des années. Donc, Ça, moi, ça m'énerve, ça. Ça, les gens qui refusent de voter, t'avais beaucoup de gens au Parti communiste qui étaient comme ça en mode je refuse de voter pour Mélenchon sur le nucléaire, mais quelle hypocrisie. Genre le nucléaire, c'est. Non, alors là, non. Alors, je ne peux pas voter pour. Il est anti-nucléaire. Allez, arrêtez. pas que Macron soit extrêmement C'est pas vrai, c'est une fausse raison, là, vos trucs sur le nucléaire. pro-nucléaire, au contraire. Mais il y avait un truc par rapport. Surtout que bon, les pro-productivistes comme comment il s'appelle là, le Parti communiste et tout, arrêtez les gars, c'est juste que vous aimez pas la ligne un peu antiraciste de Mélenchon, c'est tout. Je mets en 1,15 les gens, j'accélère un peu. Hein. À ça qui m'agaçait un peu chez LFI, cette idéalisation que des énergies vertes, par exemple. Il y avait cette question quand même de politique extérieure qui pour moi qui était importante plutôt qu'intérieure. Et c'était des choses que j'aimais bien chez Macron quand il a fait. Ah d'accord, c'est pourquoi il a voté Macron. Ok. Et je trouve que la gauche s'est aussi pas mal perdue entre 2017 et 2022 surtout, avec la dernière élection. Et c'était un peu pour moi un peu bordélique, je dirais, dans... bah oui, tout ce qui s'est passé avec le problème de pas d'avoir d'union possible, de justement ce côté écologique pour moi qui n'était pas satisfaisant. Et Mais attends, le côté écologique est pas satisfaisant, c'est-à-dire dans quel sens? C'est quoi? C'est qu'ils étaient pas assez écolo Mélenchon, ou ils étaient trop écolo, ou ils étaient écolo un peu débiles, c'est ça? C'était pas des écolos réalistes, c'est ça? et c'était l'Union européenne aussi, pour moi c'était un gros truc. Oui, par contre, le côté écologiste, il est satisfait de chez Macron, mais parce que Macron, c'était le président vert. Hein. Macron, c'était le champion de la planète. Vous vous rappelez, ça a duré 2-3 ans, le champion de l'écologie au niveau planétaire, Macron. Il se présentait comme le président au niveau mondial qui s'intéresse à l'écologie. Ça a duré 2 ans, cette merde. 2 ans. Mais moi, ce qui m'a complètement fait changer d'avis, c'est que je pensais pas que les centristes allaient aussi rapidement s'allier à l'extrême droite pour ses propres intérêts. Bon, ça me plaît pas, quoi. Disons les choses. Et c'est vrai que la gauche, c'est un peu les seuls à pas s'allier ou à pas vouloir vraiment négocier avec l'extrême droite. Et c'est une Bon, sauf le Parti communiste, mais on continue. chose Et Ruffin, mais on continue. que donc aujourd'hui, pour moi, pour être du bon côté de l'histoire et ne pas faire tomber, j'espère, la France dans le fascisme, ça sera progressif, hein, c'est clair. Bah, il n'y a plus qu'une solution, c'est voter à gauche, quoi. Mais après, il faut aussi se rendre compte, par exemple, là, sur le truc de pas qu'il n'y ait pas l'extrême droite pour éviter la montée du fascisme. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais allez lire aussi Fascisme tardif de Alberto Toscano, que le fascisme ne va pas arriver forcément de l'extrême droite. Hein. Je veux dire, en fait, il y a le truc de ah non, il faut pas, si l'extrême droite vient au pouvoir, c'est le fascisme. Ils ne voient pas comment le fascisme est inhérent à ce système capitaliste et néolibéral et comment ça peut venir du centre et comment il y a une fascisation en direct du centre, quoi. Enfin, du centre, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le macronisme peut vire de plus en plus dans une version fasciste. Hein. Et on le voit avec des avatars comme Retailleau, comme Darmanin et tout. Mais c'est inhérent, c'est là. C'est pas, c'est pas d'un coup l'extrême droite, paf, c'est le fascisme. As-tu des influences politiques ? En fait, non, je pense pas. J'ai pas de philosophie politique. Je suis vraiment un normie politique. C'est la Alberto Toscano, le fascisme tardif aux éditions La Tempête. vérité. Je pense que je fais partie vraiment de la masse politique moyenne en France. Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, je dis ça sans critiquer et tout, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment un peu l'ormi un peu plus de gauche. Voilà, c'est très intéressant comme cas Reggio Goria sur ça, quoi. Vraiment, qu'est-ce que pense le normie un peu de gauche? Qui est politisé, un peu engagé. Mais voilà, j'ai pas lu de la politique, j'ai pas lu des vite fait, voilà, quand j'étais à la fac, ce genre de trucs, quoi. Mais pas de vraie influence, tu vois. Je suis pas marxiste, trotskiste. T'inquiète pas, c'est le Sarah Salman du cinéma. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi, Reggio Goria. On va t'influencer.
Mais ouais, regardez les gens, il fait des trucs à la Savoie, il a Monsieur Paf, il vote de plus en plus, il a des positions de plus en plus à gauche. Voilà quoi. J'ai vu le scandale avec Monsieur Paf et il l'a pas lâché, il me semble, hein, je suis pas fou. Hein. Donc après, je pense que ça reste, comme beaucoup de gens de ma génération, le plus impactant, ça doit rester quand même Mélenchon en termes d'impact politique, parce que je l'ai connu toute ma vie, ce mec, mine de rien, que je me rende compte ou pas. Et c'est lui qui représente le plus la gauche ces 15 dernières années, qui était les plus formatrices en tant que personne politique. Eh ben voilà, pourquoi on est d'accord. Il a arrêté son anti-mélenchonisme en mode oh il parle fort, oh là là, oh Zino. Regarde, bah, c'est celui qui t'a le plus influencé, tu vois. Ça sert de parler fort, ça sert d'être percutant, ça sert de. Hein, oh le pauvre. Non mais Mélenchon, il faut peut-être trouver une alternative. Et c'est quand même fou que c'est les gens qui ne votent pas à gauche qui se plaignent le plus. Le plus que Mélenchon continue à se présenter. Nous, on est contents en fait. On est contents. Voilà. Ceux qui ne votent pas pour Mélenchon sont pas contents. Oui, bah, ça m'étonne pas en fait. Il s'est habitué les oreilles. Oui, non. Le Mouaka, je pense que ça fait 2-3 ans qu'il est en train d'évoluer, à gauche. Hein. Je pense que ça fait peut-être il y a 2 ans où il y a vraiment eu la rupture. Mais ça fait pas. Mais avant, il avait voté pour Macron. C'était un libéral, un centriste, voilà quoi. Dans ma vie. C'est mon H-Watch favori, Durantal, je t'aime. Mais pour moi, les gens, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que les avis de Durandal, je les trouve catastrophiques. Mais j'aime bien sa personnalité. J'aime bien comment il est. Mais ses avis de cinéma, c'est. J'adore dire. Oh là là. Et d'ailleurs, il y a, sur Ruffin, là, parce que je pensais, pour moi, l'opposé de Durandal, c'est Antoine Goya. Je rêverais d'un débat entre Antoine Goya et Durandal. Ça serait mon popcorn. C'est ça aussi. Comment t'es-tu politisé? Est-ce que certains créateurs YouTube ont joué un rôle? Oh. Non, moi, non, je suis pas dans le lore politique. Moi, je regarde surtout les vidéos les plus politisées que je regarde. C'est des vidéos souvent anglophones, mais qui parlent ou vidéos ou documentaires ou quoi. Les pays. Enfin, ça, mais non, moi, bonjour des jeux vidéo que j'avais vu à l'époque. Après, je vois des trucs passer, des trucs de gauche, tu vois. Qui fait chez Backseat, je vois Blast, je vois. Ah oui, non, mais je trouve qu'il a un lore très Usul en fait. Alors moi, le truc d'extrême gauche et tout, mais en vrai, il a le lore Usul d'aujourd'hui. En fait, ça explique beaucoup de choses. Je trouve que c'est vraiment le public Usul aujourd'hui, en mode, ouais, non, mais la démocratie, mais puis bon, quand même, voilà, il faut l'armée parce que la Russie, et puis bon, peut-être que Mélenchon, et la démocratie là-dedans, tout ça, hein. Radio Nova, mais je suis pas un consommateur de contenu politique en soi. Tu vois, je loue les locaux de la Zawa pour mon émission. Collectif de streamers militants. Enlève militants parce que sinon on va nous casser les couilles. Vous vous rappelez cet arc de vous pouvez pas être militant et être payé pour ça en fait. C'est pas ah là là mais cet arc de débilos. Ça a duré 4-5 mois. En fait les boutiquiers militants non en fait ils sont payés pour ça en fait. Ah c'est bon. Ouais. On n'est pas militant, on est juste des streamers. Voilà, on produit juste du contenu. C'est notre travail, y a pas de souci. On n'est pas militant. Je vais pas écouter par exemple parce que c'est trop quoi. Par contre, je vais voir des clips, je vais voir des trucs, des débats et tout. Mais pour moi, c'est trop aussi, je pense. Déjà que tout Twitter, c'est que politique. Si je commence à écouter des trucs, mais pourtant, c'est des gens intéressants, tous ceux que t'as cités et tout. Hein. Moi, j'aime bien. Oui, mais bon, ça fait le problème. Après, t'as des avis de con. Je suis d'accord que c'est chiant la politique et tout, mais alors ferme ta gueule sur certains sujets. Tu vois, quand tu parles de la Palestine, quand tu parles de géopolitique, ferme ta bouche. Les discussions, les débats, et de manière politique, je parle beaucoup avec mes amis de politique, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, il y a une saturation aussi. Et donc j'essaie d'éviter ce genre de contenu parce que j'en peux plus, je pense. Tu commences à faire du contenu de plus en plus politique, mais le fait de ne pas écouter ou lire du contenu de gauche, tu n'as pas peur d'arriver très vite à des limites et de ne plus avancer? Totalement, je suis totalement d'accord avec cette question, c'est la grande limite. Je veux dire, si tu te limites à ce que j'entends sur Twitter, en plus, si vraiment ta forme de politisation, c'est Twitter, tes potes et des clips TikTok... Non mais après, il n'y a pas de souci, mais viens pas donner ton avis politique là. Ouais, après, mon contenu, franchement, considère pas mon contenu comme... Après, c'est vrai que aussi, est-ce que nous, on n'est pas biaisé? Je pense qu'on est biaisé par ce qu'on connaît de Reggie Le Gorilla. Je pense que beaucoup de gens, notamment dans la sphère politique qui parlent de Reggie Le Gorilla et de sa politisation, ne connaissent aussi que ses tweets et certains clips où il va clasher un droitard, mais qu'en réalité, la majorité de son contenu, ça reste de la vie ciné, quoi. De la vie ciné sur sa chaîne YouTube. Et je pense que nous aussi, on est biaisé par ça. On ne voit chez Reggie Le Gorilla que ses interventions politiques, alors que, bon, c'est la minorité de son contenu, quoi. Et ça reste le gars fait surtout des vidéos de cinéma, quoi. C'est pas qu'il est pas politique, c'est juste que ça reste le b.a.-ba quoi. Vraiment, c'est des trucs basiques. Franchement, même le titre, je sais même pas si je me considère de gauche parce que les gens à gauche, ils sont vraiment engagés, plus militants, plus activistes de manière générale. Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est pas bien d'être raciste. Je dis que c'est pas bien qu'il y ait des milliardaires.
Après, je suis totalement d'accord avec lui. J'aime bien parce que je le trouve assez honnête et assez franc et assez transparent sur ces avis-là et tout. Et oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas ouf, mais effectivement, oui, c'est pas ouf. Je dis juste. Oui, il est conscient de lui-même. Oui, j'aime bien. C'est. Oui. Bon, franchement, ça reste. Je fais pas du contenu politique d'après moi. Il y a des trucs où j'en parle parce qu'il y a des choses qui m'énervent et j'ai un truc sur le cœur à dire parfois. Mais j'ai pas cette ambition, cette volonté, comme toi qui tiens compte à gauche, littéralement. J'ai pas cette ambition de faire ça de manière générale. Tu vois, quand il y a les élections municipales à Lille, moi, je trouve le programme des LFI plus intéressant. Je me sens trahi par la trahison des écologistes qui rejoignent le PS, qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas rejoindre. Bah, ça m'énerve, j'en parle, tu vois. Mais c'est quoi le contenu en soi quand tu réfléchis à ça? C'est juste, le mec des écolos, il a trahi ses promesses qu'il avait il y a 2 jours, et il a rejoint le PS à Lille. Bah, c'est juste ça, tu vois, le contenu. Oui, je suis d'accord. En fait, il a vraiment l'idée que je donne mon avis sans avoir d'analyse politique. Et oui, c'est vrai, hein, c'est effectivement. Hein. Et bien, vu qu'il a un gros public et tout, ça fait beaucoup plus de scandales, alors qu'en réalité, il dit pas des choses folles, quoi. Il donne juste un avis qui est ok. C'est juste, ça me fait chier. En plus, tu vois, le programme écolo et les filles, c'était bien plus proche que le programme du PS. Donc, il y a des magouilles, tu vois, clairement. Il est assez représentatif, je trouve, de son approche de la politique. J'ai beaucoup de gens comme ça autour de moi. Oui, non, mais pour moi, je vous ai dit, c'est la représentation du normie de gauche, hein, du normie relativement de gauche. Et donc, oui, moi, j'avais dit d'aller voter PS, LFI à Lille contre le PS et les écolos, quoi. C'est ça. Donc, franchement, j'ai pas de prétention d'avoir un contenu politique ou quoi. C'est juste en mode, pour moi, il y a des trucs. Tu vois, c'est quoi mes positions les plus radicales politiques, tu vois, moi je suis pas, tu vois, je pense que la position de l'héritage par exemple, donc tu vois, dans un monde idéal, il y aurait pas beaucoup d'héritage, voire pas du tout, mais moi je trouve que c'est une position assez libérale, parce que quand t'es libéral aussi, t'as une volonté de créer une société méritocratique, tu vois. Oui, bon, ça, en fait, ça, il confond aussi l'idéal libéral, là, la prétention des libéraux à faire croire que eux, ils sont pour la méritocratie et la réalité du libéralisme. Mais les gens, mais oui, mais c'est la distinction entre, oui, la réalité de l'idée, pardon, l'abstraction de l'idée libérale dans son abstraction, en fait, libéraux, c'est la méritocratie, on devrait tous partir pareil et les meilleurs gagnent, c'est ça la méritocratie, c'est ça le libéralisme, chacun a ses chances. Et la réalité du libéralisme, la réalité du fonctionnement libéral, pardon. Ouais, le concept et l'application. Donc on voit que non, mais c'est comme la liberté d'expression, l'idéal de la liberté d'expression, tout le monde a le droit de parler, c'est la liberté d'expression, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Moi je suis libéral, hein, je suis pour la liberté d'expression et dans la réalité. Et dans la réalité, on voit que le libéralisme ne favorise pas la liberté d'expression. Au contraire, elle va donner une plus grande capacité d'expression à ceux qui ont les capitaux, à ceux qui ont l'argent. Et tu peux pas être méritocratique et en même temps, ça c'est quelque chose que j'ai appris par exemple, et en même temps être pour l'héritage. Mais ça pour moi c'est une position limite centriste un peu, tu vois, parce que tu devrais être une société purement sur le mérite. Mais ça n'existe. Bon, puis même, là, tu pourrais questionner de qu'est-ce que c'est le mérite, mais bref, ça, c'est un autre sujet, quoi. Et puis même, tu as aussi une question philosophique, c'est quoi? C'est que seuls ceux qui méritent, et encore, il faut savoir ce que ça veut dire mérite, peuvent vivre bien, et ceux qui ne mériteraient pas ne vivraient pas bien, et quels sont les critères du mérite, comment on les fixe, tu vois, il y a plein de questions qui se posent là-dedans. Tu vois, c'est des valeurs qui sont opposées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai changé, à force de parler avec des gens. Même un héritage de 1000 balles, genre, ouais. Sur papier, ils sont censés être pro-législation des drogues. En réalité, Linard, le libertin, est contre pour pas s'aligner sur l'électorat. Bah regardez, Sardoche, le libéral absolu, Sardoche, qui est profondément anti-drogue, quoi. Et pourquoi? De voir ce que les gens disent par rapport à ça. Parce qu'en vrai, ils ont raison, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, est-ce que c'est une position de gauche? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de position extrême? Moi, j'ai pas de position radicale à gauche, tu vois, en réalité. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de frontières. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le projet de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Oh là là, le pire exemple. Oh, je suis contre les frontières, c'est pour ça que je suis pour l'Union européenne. Vous vous rendez compte de la folie qu'il vient de dire? Oh là là. Non mais voilà, Normie de gauche, il sait pas ce que c'est l'Union européenne, quoi. Non, j'aime bien l'Union européenne, il y a pas de frontières. Il y a pas de frontières. Déjà, il y a des frontières, mais Frontex. Est-ce que tu veux qu'on te montre comment on traite l'Union européenne? Il y a des frontières, en fait. Si tu veux, à l'intérieur, il y a pas de frontières. Tu peux passer d'un pays à l'autre en évitant les douanes, il y a pas de souci. Mais il y a des frontières, en fait, de l'Union européenne. Il y a des gens qui meurent à ces frontières. Il y a des gens qui sont enfermés parce qu'ils ont voulu traverser ces frontières. Ouais, des frontières pour qui? Oui, non mais. C'est pour ça que j'adore l'Union européenne. Il n'y a pas de frontières. Enfin, pour moi, il n'y a pas de frontières. Bonne chance. Non mais.
Ah là là, ouais, moi ça me fascine. Son pro-Union Européenne, je pense qu'il n'est pas du tout renseigné sur ce que c'est l'Union Européenne. Il s'est arrêté encore au discours abstrait idéaliste sur non mais l'Union Européenne c'est la paix et c'est la fin des frontières en fait. Non mais arrête. Même s'il y en a en réalité, ce genre de choses, tu vois. Mais après c'est par manque de connaissances, genre s'il savait je pense qu'il changerait d'avis. Oui mais ça aussi. En fait il y a aussi le truc, non mais c'est parce qu'il sait pas. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne cherchent pas à savoir pour pouvoir être confortés dans leur idée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils savent, ils sentent bien que s'ils se renseignaient sur un sujet, ça les mettrait dans une position très inconfortable. Et donc, la position confortable, c'est... Ah non, j'en sais... Non, je me suis pas renseigné, mais moi, je pense que... trop compliqué. Le véganisme, ah oui, moi je pense que le véganisme c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas se renseigner parce que bon, c'est inconfortable. Je préfère aller dans mes idées nulles et dire bah oui, la viande. Je suis aussi un fédéraliste européen, alors, avec des astérix par rapport à ça. Mais dans l'idéal, ça serait ça aussi pour moi, tu vois. Mais c'est pas une position de gauche, ça. Au contraire. Mais quand même, c'est une folie. Je suis contre la disparition des frontières. C'est pour ça que j'aime bien l'Union Européenne. Quand tu vois Frontex, quand tu vois l'argent qu'on dépense là-dedans, dans la surveillance, quand on voit aussi comment on finance d'autres pays pour qu'ils rejettent les réfugiés et tout, c'est une folie de dire ça. C'est dingue. Et même l'Union Européenne, c'est une position très à droite et néolibérale, parce que c'est le concept même de l'Union Européenne. Mais en même temps, l'Union Européenne, tu vois, moi qui suis roumain, j'ai vu l'évolution de la Roumanie grâce à l'Union Européenne. Donc comment dire, tu vois, à des gens qui ont vu... Oui, mais veut dire, allez, la Roumanie vit un peu mieux à l'intérieur de l'Union Européenne. Mais dans l'Union Européenne, la Roumanie reste un pays subalterne. C'est la périphérie de l'Union Européenne. Tu vois, je veux dire, ok, ton objectif, c'est juste que ça vit un peu mieux que le reste, tu vois. Et en plus, t'as d'autres logiques aussi. Je pense qu'il y a la crainte de la Russie et tout. Mais tu peux quand même rêver mieux que simplement l'Union Européenne. Vu l'état dans lequel on a mis la Roumanie, je comprends pas. Je veux dire, c'est juste ça son idéal. On vit un peu mieux. Leur pays changer du tout au tout en 20 ans, que l'Union Européenne c'est mauvais. Parce que c'est une question de point de vue, quoi. C'est une question de du coup les entreprises elles délocalisent en Roumanie, ça aide la Roumanie avec tout l'argent qu'on donne à la Roumanie, mais tu vois limite pour eux c'est une position, tu vas donner de l'argent aux plus pauvres, en général c'est une position de gauche, quoi. Oui, mais non. Tu délocalises. Il y a le capitalisme qui permet de faire en sorte que des entreprises, il y a des droits, par exemple en France, qui font que le travail coûte trop cher pour les entreprises d'engager des gens. Donc ils délocalisent en Roumanie. Ça participe un peu à l'évolution économique de la Roumanie, parce que les entreprises viennent là-bas, parce que les travailleurs sont moins chers. Et eux, bah non, mais oui, l'Union Européenne, on donne de l'argent aux pauvres. C'est génial. C'est génial. C'est la philanthropie en fait. C'est la philanthropie. Et ça crée la concurrence entre les travailleurs de l'Union Européenne, tu vois. Voilà. Non, mais bref. Tu vois, Il résume ça à une philanthropie. C'est le genre de truc, en fait, moi je dis que je suis centre-gauche, je reste un peu libéral, mais pour moi le débat, en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que le débat aujourd'hui il est même plus sur des questions économiques et tout, il est purement sur est-ce qu'on aura une démocratie qui fonctionne encore un petit peu dans 5-10 ans. Mais ça c'est aussi des questions économiques, en fait, moi c'est ça qui m'hallucine chez les normies ou les libéraux centre-gauche là comme lui, c'est on est plus sur les questions économiques, on est sur le fonctionnement de la démocratie, mais c'est lié aussi au fonctionnement économique. Je veux dire, le problème de la démocratie actuelle, c'est que dans le mode de production capitaliste avec les bourgeois qui dominent, tu ne peux pas avoir de fonctionnement purement démocratique. Parce que c'est lié en fait. Les politiques, avoir en main le gouvernement et les institutions, notamment pour favoriser un mode de production et un système économique, c'est important. On n'a pas de démocratie parce qu'on vit dans le mode de production capitaliste où les bourgeois ont la main sur tout, sur quasiment tout. Alors, tout simplement, allez, tu parlais de la démocratie et des médias. Voilà. Comment les médias peuvent un peu corrompre le modèle démocratique en influençant les gens qui détiennent les médias. Et pourquoi ces gens qui détiennent les médias détiennent les médias? Qu'est-ce qui leur a permis de détenir les médias? Ils séparent les deux, ça me paraît assez hallucinant. On parle que de est-ce qu'il y aura un fonctionnement démocratique. C'est lié aussi avec la question du fonctionnement du monde du travail, du fonctionnement de qu'est-ce qu'on produit, qui détient les modes de production, c'est lié. Comment on va faire face à la montée des médias d'extrême droite et des partis politiques d'extrême droite. Mais c'est aussi une question, c'est lié à l'économie, tu te rends compte, mais voilà, tu te rends compte que pourquoi
Pourquoi les médias deviennent de plus en plus d'extrême droite? Pourquoi les médias sont possédés de plus en plus par des milliardaires? C'est lié peut-être avec le mode de production, avec l'économie. C'est fou. Tu vois, la question est devenue limite existentielle. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle d'écologie. Hein. J'aimerais bien qu'on reparle de choses qui ont rien avec le racisme, l'immigration. L'immigration, moi, c'est même pas un sujet, tu vois. Franchement, j'ai l'immigration, j'en ai rien à faire. J'espère que je vais pas chez. Mais ça aussi, je veux dire, pour lui, il n'y a pas de lien entre le fonctionnement de l'économie, même au niveau mondial, et l'immigration. Et aussi l'Union Européenne, tu vois. Mais, genre, en fait, il y a l'économie d'un côté, il y a l'immigration de l'autre, et il croit que l'immigration, c'est seulement, on n'aime pas les Noirs et les Arabes, c'est pour ça qu'on veut pas d'immigration. Mais oui, mais comment t'expliques que, par exemple, l'extrême droite en Italie, fasciste, proto-fasciste, on va dire, avec Meloni, tout en ayant un discours anti-immigré, très nationaliste, très patriotique, fait venir aussi de l'immigration pour occuper des travaux que les Italiens ne veulent plus faire. Non, c'est juste, non, l'immigration, je comprends pas pourquoi c'est un problème. Oui, mais c'est lié au système économique. Sur tweet gauchiste, comme ça. J'en ai vraiment rien à faire parce que pour moi, il faudrait vraiment, surtout avec l'histoire de la France, très coloniale, il devrait même pas y avoir de débat sur ça, quoi. Quand les riches accumulent, faire la guerre aux pauvres et aux gens qui ont besoin de quitter leurs conditions souvent matérielles, pas forcément bonnes dans leur pays, bah, pour moi, c'est logique, quoi. Ouais, mais qui empêche ça? Notamment l'Union Européenne. Voilà, je veux dire, voilà, l'Union Européenne qui aurait supprimé toutes les frontières. Crois-moi que tous les réfugiés climatiques, politiques, ou même les gens qui veulent fuir la misère, ou même les gens simplement qui veulent bouger, hein, sans avoir de justification de je suis miséreux, j'ai le droit de bouger. Les gens qui veulent changer de pays, bah, ils sont arrêtés par l'Union Européenne, aux frontières. Allez, ça dégage. Je suis enfant d'immigrés, je sais ce que c'est aussi. Comment tu expliques que le système médiatique et politique ne t'ait pas amené à rejeter Jean-Luc Mélenchon, contrairement à beaucoup de profils libéraux qui basculent vers d'autres figures de gauche? Moi, je pense sincèrement on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui m'a aussi radicalisé en dehors du centre, c'est les deux extrêmes. Pas possible pour moi. Ça, c'est un truc, franchement, quand j'entends... je pense que c'était ça le gros déclic. Quand j'entends Macron dire les deux extrêmes en parlant de RN et les filles, donc en mettant sur... D'accord, les deux extrêmes, j'avais oublié. Ah oui, j'ai oublié que la France Insoumise, je suis pas encore habitué à ça, les gens. J'ai oublié que la France Insoumise, c'est d'extrême gauche. Oh là là. Oh là 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 là. Et après, c'est les droitards qui vont dire non, mais en fait, j'ai pas bougé. Hein. C'est la fenêtre d'Overton qui s'est déplacée à l'extrême gauche, en fait. Vous êtes tous devenus d'extrême gauche. Moi, je suis toujours un gaucher. C'est vous, maintenant, vous me traitez de droitard. Je suis juste de gauche. Hein. Ouais, non. Un pied d'égalité, l'extrême droite et apparemment l'extrême gauche de Mélenchon, visiblement, c'est ça qu'ils disent. Moi, ça m'a radicalisé de fou, ça. Je pense que je me suis dit, non, en fait, stop, c'est plus possible. Ça, c'est vraiment, peut-être c'était vraiment ça le déclic. C'est vrai que j'en avais parlé à l'époque, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, un TikTok et tout. Ça, pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, d'un côté, t'as un parti, même pas que historiquement, mais dans leur programme, qui est fondamentalement raciste, qui est contre toutes les valeurs humanistes que j'essaie de défendre, même si je suis pas parfait. Et l'autre côté, waouh, il me fait rire. Ne paye pas le patron 20 fois plus que l'employé le moins bien payé. Ah, c'est radical quand même. Hein. Franchement, c'est l'extrême gauche, c'est dur. Hein. Donc c'est ça qui m'a aussi radical. Après, dans l'air du moment, c'est effectivement l'extrême gauche. Mais moi, en fait, Reggie Le Gorilla, les gens, c'est vraiment le vrai social-démocrate des années de l'après-guerre, tu vois. De l'après-guerre. D'ailleurs, Piketty, on parle beaucoup, et Piketty, c'est aussi le même genre. C'est pas du tout la gauche radicale, marxiste et tout. C'est la gauche social-démocrate de l'après-guerre qu'on a eu aux États-Unis, avec vraiment un taux d'imposition sur les riches très très fort, quoi. Vraiment, il faut une vraie redistribution des richesses. Là, parfois, ça a des taux d'imposition à 70-80%. Hein. Donc voilà, c'est ça sa position à lui. Et vu le contexte du moment, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal vu qu'on voit aujourd'hui la social-démocratie pour les gens, c'est le Parti socialiste. Et cette peur aussi, je pense, de Mélenchon dans les médias, et il a un côté attirant aussi, parce que tu dis, mais en fait, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de, sincèrement, de quoi? D'avoir un peu moins d'inégalité, avec un peu de distribution des richesses. Ils ont peur d'avoir l'un des seuls programmes, peut-être le seul programme le plus étudié, le plus débattu des partis politiques actuels, qui a évolué. En plus, moi j'ai encore le livre, hein, L'Avenir en commun, que j'ai acheté en 2017, ou quand je l'ai encore chez moi. Ça a évolué, ça a bougé, mais la ligne directrice reste un petit peu la même. Moi, j'ai des problèmes avec Mélenchon aussi, mais j'ai dit que là, à un an des élections, je dirais plus rien de négatif sur Mélenchon. C'est pas le moment. Je pense qu'il faut tenir bon. Il faut littéralement être derrière la seule figure de gauche qui peut gagner. Et je pense sincèrement que tout ce qu'il veut mettre en place, il n'y a rien d'extrême gauche, quoi. Et voilà, c'est la seule personne qui peut gagner l'année prochaine. Et je pense que c'est normal de soutenir, quoi. Même si ça sera jamais parfait, hein. Il n'y aura jamais le candidat parfait. Je suis pas fan de plein de choses, mais je veux dire,
c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Il y a d'autres Je priorités. suis d'accord avec lui, on est d'accord sur ça. Et je pense que aujourd'hui, Mélenchon, c'est peut-être la seule force vraiment antiraciste du pays. Et encore une fois, on parle de choses existentielles, quoi. Tu vois, si c'est des partis d'extrême droite, on l'a vu, hein, les élections législatives. Moi, les législatives, les élections, c'est la seule fois où des gens sont venus taguer chez moi des insultes racistes, physiquement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je savais pas qu'ils avaient doc son adresse et tout. Ah ouais, c'est chaud, hein. Non mais franchement, moi, Reggie, ce que j'aime bien, c'est que quand même, j'allais avoir un propos viriliste. J'allais dire, il a les couilles. Mais il a le courage, quoi. Je trouve que il a une honnêteté, il a une transparence sur ses positions que moi j'aime bien et il se laisse pas intimider, tu vois. Donc même s'il y a des trucs où il me fait péter un câble et notamment sur la géopolitique, voilà, il a une honnêteté, il y a un courage que j'aime bien chez lui. Voilà, ouais. C'est pour ça que moi j'apprécie la personne quand même. Tu vois, et si le RN passe, en fait, ça va galvaniser et autoriser une mentalité exécrable. Pardon, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Exécrable et qui me dégoûte. Donc c'est juste ça. C'est un Jean Moulin des réseaux. On va pas abuser non plus. On va raison garder, hein. On va raison garder, hein, Jean Moulin. Il y a une seule force antiraciste dans ce pays aujourd'hui, et c'est la gauche de Mélenchon, quoi. C'est juste ça. Et franchement, moi, j'ai un peu peur, pas pour moi forcément, mais j'ai un peu peur pour toutes les minorités si le RN passe, mais pas que à cause du RN, mais à cause de ce que le RN représente. En fait, il y a ce truc où les... Mais ça aussi, mais ça, c'est des petits détails. Mais je veux dire, c'est pas seulement, je veux dire, les minorités sont déjà en train de souffrir sans que le RN passe. C'est ça aussi qu'il faut. Il y a une fascisation de tout l'arc politique, et il y a des lois, et il y a des projets, il y a des mesures anti-minorités qui sont déjà là en fait, sans qu'il y ait le RN. Ouais, il faut arrêter. Ce qui m'énerve, c'est il faut absolument éviter le danger RN. Ce n'est pas vrai en fait. Le danger de la fascisation est là sans que le RN passe. Vous imaginez pas l'orientation dans 5 ans, même s'il y a, oui, déjà la fasciste, même si c'est Gabriel Attal, Édouard Philippe, Retailleau ou que sais-je, il est là. Communauté de ces gens qui même un Glucksmann, les gens. Même, imaginons, oh là là, scénario de fou. Glucksmann est président, même là, le danger fasciste est énorme. Pour ces gens-là, ça va les autoriser à être horribles, quoi. Alors que je pense que s'il y a Mélenchon qui passe, au pire, il y a quelques riches qui vont dire ouin, c'est pas cool, mais sinon, il y aura rien d'autre, quoi. Et c'est ça aussi qui est important. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut soutenir le candidat qui a le plus de chances de gagner à gauche, et c'est lui. Est-ce que j'aurais soutenu avec la même ferveur un Glucksmann ou un truc comme ça si c'était le candidat numéro 1 ? Pas sûr. Quand même, tu me rassures un petit peu, Reggie. Mais là, je pense qu'on va parler d'international, mais bon. Franchement, pas sûr. Parce que, franchement, Glucksmann, sur le côté international, au moins, il ouvre beaucoup de choses qui je trouve un petit peu attirantes. Oh non, mais c'est le pire avis. C'est le pire avis sur Glucksmann. Je veux dire, vraiment, l'une des raisons qu'on déteste Glucksmann, c'est ses positions internationales. Mais attends, il a pas la tête un peu... Mais il a vraiment la tête un peu penchée, c'est chelou, hein. Il a pas... ok. Mais... ses positions internationales. Là. Mais tout est catastrophique dans ses positions internationales. Tout. Mais tout le reste, pour moi, ça serait comme revoir Macron. Et je pense que c'est pas possible, quoi. Parce que Glucksmann, je le verrais bien. Oui, l'OTAN est imparfait, mais essentiel aujourd'hui. Essentiel pour qui, pourquoi, voilà. Ça m'énerve comme ça sous-estime le niveau de réaction potentielle de l'extrême droite en cas de victoire de Mélenchon. Ah oui, non, mais moi, je pense que c'est ce que je voulais aussi ajouter. Je pense qu'il faut aussi se préparer, les copains, si c'est Mélenchon qui passe. Hein. Et le bordel que ça va être. Je pense qu'on se prépare pas assez à la victoire aussi de Mélenchon. Va falloir être solide, les copains, je vous le dis, hein, parce que ça va être... Ça lié à l'extrême droite, par exemple. Là où je pense que Mélenchon, pas du tout. Et ça, c'est un truc, Mélenchon ou la gauche et les filles de manière générale. Hein. Et le jour où la gauche et les filles, ça... J'étais en réu avec mon GA et les filles hier soir, il y a Bruno qui était là, et c'est exactement ce qu'elle disait. Il faut mobiliser une base militante costaud dès maintenant, une adhésion publique pour être solide quand l'extrême droite se soulèvera après sa victoire. Ah oui, mais moi je les vois déjà, je pense, déambuler dans les rues, contester. Moi je vois très bien une alliance de tout l'arc républicain, de Gabriel Attal à Marine Le Pen et Zemmour pour contester. C'est possible, hein. Vous pensez aller avec l'extrême droite, je sais pas ce qu'on fait dans ce pays. Franchement, hein, ça serait trop triste. Quel est ton rapport avec le communisme ? Oula là. C'est sympa, il va dire c'est sympa, non mais c'est un rêve sympathique. Vous êtes mignons les communistes. Écoute, moi c'est très simple. Le communisme, c'est un truc que ma famille a connu, vécu. Mais c'est pas le communisme. À la rigueur, si tu veux, c'est le stalinisme, si tu veux, mais c'est pas le communisme. Genre, tu peux pas dire ce qu'ont vécu les Roumains, c'est le communisme. Il va le dire. Ok. Donc mon apport au communisme, il est complètement biaisé et basé sur un historique familial évident. Ma mère l'a connu.
Alors, encore une fois, la définition du communisme. Hein, Ah, mais je veux voilà. dire, tu vois, le premier réflexe, c'est moi, je suis né dans une famille, communisme, c'est pas possible, quoi. Pourtant, Non, mais les gens, en fait, il faut distinguer. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui prétendaient, qui agissaient. Voilà, tu prends l'URSS, tu prends le stalinisme, tu prends tout ça. C'est un courant du communisme. Disons que c'est des gens qui prétendaient agir au nom du communisme. Sauf que ce qui était en place, c'était objectivement pas un système communiste. Je veux dire, il y a pas, on n'était pas dans un renversement du mode de production, dans un renversement de ce qu'on entend par la valeur, par le travail et tout. On n'était pas là-dedans. Donc voilà, je veux dire, effectivement, c'était des gens qui prétendaient agir au nom du communisme et qui se prétendaient eux-mêmes communistes, mais tu ne peux pas dire objectivement que tu vivais sous le communisme. Ce n'est objectivement pas vrai. C'est tout. Cependant, d'un autre point de vue, pour parler de ça, moi qui ai de la famille, alors ma mère, ok, mais elle n'est pas très âgée par rapport à ma grand-mère qui l'a vraiment vécu pour de vrai. Même elle, pour dire, elle a des problèmes hein, politiques, mais même elle, tu vois, elle m'a toujours dit, bah, en fait, le communisme, ce qui était bien, c'est qu'on on était propriétaire, entre guillemets, on avait un toit, on avait un travail et puis basta. Par contre, la privation de liberté qu'elle a subie sous Ceausescu et autres, elle a dit, elle préfère être pauvre en démocratie que être dans la vie de Ceausescu. Mais encore une fois, bah, c'était surtout la dictature qui la dérangeait, quoi. Mais aujourd'hui, il a pas d'argent, il a pas de retraite. Mais elle est libre. Oui, il est vachement équilibré. Oui, oui, franchement, ça va. Je suis un peu étonné. Hein. Je me suis un peu énervé dès le début, là, de son intervention. Mais ça va, quoi. Vraiment, ça va. Hein. Maintenant, le truc, c'est que moi, je vais pas te dire le communisme, c'est bien, alors que je suis un pur hypocrite qui profite à fond du capitalisme et qui est à fond dans ce système-là. Et qui, tu vois, moi, je suis propriétaire, je suis exactement ce que... Mais attends, mais t'es propriétaire de ta maison. Mais ça, je veux dire, c'est pas capitaliste. Enfin, déjà, tu peux être communiste et profiter du capitalisme. Te dire, bah, de toute façon, il est là, le capitalisme. Bah, autant que il faudrait savoir ce que t'entends par profiter du capitalisme. Est-ce que ça veut dire se faire plaisir? Pourquoi tu n'aurais pas le droit de te faire plaisir dans le système actuel sous prétexte que t'es communiste? Je veux dire, tu dois te faire une sanction, tu vois. C'est bon, profite ta vie. Ouais, moi, je vais à Disneyland, tu vois. Voilà, il n'y a pas de souci, je reste communiste. Et si on me dit, ah, mais il y a le communisme, il y a la fin de Disneyland, let's go le communisme, nique sa mère Disneyland, il n'y a pas de souci. Mais en plus, je veux dire, c'est quoi? T'es juste propriétaire? Mais je veux dire, c'est. En fait, il faut distinguer la propriété d'usage, en fait. C'est une propriété d'usage, donc ce n'est pas un problème. Tu es propriétaire de ta maison, mais tu l'utilises ta maison, ok? Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Les communismes, on aura notre maison à nous, voilà. Le communisme déteste, je loue un appartement à quelqu'un, ce genre Ah, d'accord, ça c'est autre chose. Ok. Ok, ça c'est autre chose. Ok. Ouais, ça on n'aime pas. de choses. J'aimerais bien ne pas Voilà, valeur d'usage et valeur d'échange. Ouais, valeur marchande. Ouais, bon là, là, oui. Donc on va te le prendre ton appart et on va le donner au gars, ok? avoir à le faire, mais ça vient avec la crainte du capitalisme, en fait, tout simplement. Ça vient de ce truc. La propriété lucrative, exactement. C'est fou quand même. Tu vois, par exemple, sur le mérite, tu gagnes de l'argent en faisant rien, quoi. Tu gagnes de l'argent, y a un gars qui te paye chaque jour pour vivre, quoi. C'est fou. Où on a tous peur de perdre son confort matériel, son confort de vie, et on joue le jeu du capitalisme, moi y compris, quoi. Donc je vais pas dire que je suis pas hypocrite, je suis 100% hypocrite. Moi, le truc, c'est que j'aimerais voir une notion, je sais pas toi comment tu l'imagines aujourd'hui, le communisme, dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Ah oui, j'en ai déjà parlé au début du stream, dans l'autre partie. Mais Reggie, quand tu viens, quand on se croise, je te prête le livre de Bernard Friot. Enfin, le livre qui explique les textes de Bernard Friot. Et je pense que ça pourrait t'intéresser. Je pense que Bernard Friot et son salaire à la qualification est très intéressant pour des gens comme Reggie le Gorilla qui ont besoin de trucs concrets. Tu sais, t'en as beaucoup comme ça quand on leur parle de communisme, d'expropriation, de chacun selon ses besoins, chacun selon ses capacités, sont un peu en mode ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et que beaucoup de gens sont incapables d'avoir une sorte de système concret, un brouillon, quoi, un truc vers lequel s'orienter, voir les prémices de quelque chose, tu vois, avoir à peu près la vision de à quoi ça pourrait ressembler. Et je trouve que le livre de les travaux de Bernard Friot sur le salaire à la qualification sont ce qui permet le plus d'avoir un projet concret de comment ça pourrait se matérialiser ce système communisme avec la réalité telle qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Communisme et salaire chez Bernard Friot. Donc c'est vraiment un résumé assez pédagogique. Il y a aussi Bernard Friot, Frédéric Lordon en travail. Oui, aussi Arwetz. Oui, en plus c'est une discussion et tout, donc c'est bien. Mais voilà, si vous voulez un résumé des idées de Bernard Friot, allez là-dessus, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Moi, je suis d'accord pour dire, tu vois... moi, je pense que tout le monde devrait être au moins propriétaire de son bien où il vit, tu vois. Et j'aimerais vivre dans un monde où on ne devrait pas l'acheter. Moi, je suis pour plein de choses. Je suis pour un revenu universel.
surtout avec le Bah, les gens, faut que je lui fasse lire Frio. Hein. Faut que je lui fasse lire Frio, vraiment, hein, vraiment. monde qui change. Je suis pour plus de droits des travailleurs dans leur entreprise, que ce soit eux qui possèdent aussi l'entreprise. Ça serait quelque chose qui serait hyper intéressant. Donc ça serait... En plus, parce que ce qui va l'intéresser chez Frio, c'est que Frio n'est pas pour la disparition du marché. Il est en mode, je n'y crois pas, ça ne va pas exister, la disparition du marché, ou comme la Vert critique, l'abolition de la valeur et tout. Donc je pense que c'est des choses un peu plus concrètes et plus terre à terre qui peuvent vraiment lui plaire. Hein. Moi, j'aime parce que c'est aussi ça, c'est reprendre les moyens de production, quoi. C'est pas quelque chose qu'on je suis contre parce que je trouve que c'est une idée qui pourrait marcher même. Maintenant, je pense qu'on peut se diriger vers un truc, mais pas à pas, quoi. C'est ça aussi, tu vois. Et c'est dur à conscientiser aujourd'hui dans notre monde à nous qui est tellement libéral et qui est fondé sur ça, une vision communiste de la société aujourd'hui. Mais il y a des choses, quand on entend parler, évidemment, tu dis, moi je pense qu'il devrait... Et aussi, ce qui est intéressant chez Frio, c'est de montrer qu'il y a déjà des réalités communistes, quoi. Il y a déjà des brides de communisme dans le système dans lequel on vit, et notamment en France avec la sécurité sociale. Ce sont déjà des formes d'expérience communiste, quoi. Vraiment un minimum, en fait un filet de sécurité pour tout le monde, tu vois, de base, sur la propriété, parce qu'on parlait de la Roumanie, mais tu vois, le fait que tout le monde soit propriétaire, en fait tu seras entre guillemets pas jamais SDF, hein, parce que tu as quand même des factures à payer, des choses comme ça, des taxes évidemment sur ta propriété, bien sûr, mais déjà, en fait, il n'y a aucun Roumain il y a moins de Roumains qui ont peur de ne pas avoir accès à la propriété, qui est quand même une quête, je pense, de beaucoup de jeunes Français aujourd'hui, et ils se demandent comment ils vont faire. Le truc... Ouais, bah oui, non mais le logement, regardez, moi, nous on vit dans 30 mètres carrés à 2, à 3 avec Lulu, c'est la quête. Non mais des trucs tout ça, je veux dire, le problème du logement, ça devrait être aussi une question principale. Pour moi, aussi l'un des enjeux 2027, c'est le logement. Ça concerne tout le monde n'en peut plus des factures, tout le monde n'en peut plus. Je veux dire, tu ne peux plus vivre vraiment dignement en France aujourd'hui quand tu es au SMIC, quand tu veux dire, c'est une folie. Et même sur Paris, ça devrait être des priorités. Et ça parle à tout le monde, c'est vraiment le sujet. Noir, arabe, n'importe qui. Femmes, hommes, c'est un sujet important. Je le trouve compliqué. Forcément, c'est de convaincre les gens par rapport à ça et de garder un truc où tu changes. On a du mal avec le changement de manière générale, quoi. Mais il y a aussi ce truc où si on arrive dans un monde où moi je dois perdre certains privilèges, comme avoir des biens et ce genre de trucs, franchement, si on me dit qu'il y a un filet de sécurité, pourquoi est-ce que j'irais avoir des biens, exploiter des gens, par exemple, tu vois. Et moi, je le crois totalement, et ça, c'est ce que je vous disais aussi souvent, je suis prêt à parier qu'une bonne partie des gens seraient prêts à accepter, je sais pas, à faire une croix sur certains produits de consommation, faire des croix à certaines choses, s'ils sont garantis que tout le monde fera des efforts, c'est-à-dire que même les bourgeois, les ultra riches, allez, ils perdent leurs privilèges, mais surtout que ça garantit des conditions de vie dignes et confortables à tout le monde, tu vois. Que tout le monde puisse avoir son logement, que tout le monde participe et que tout le monde vit une vie plutôt cool, sympa. Je suis prêt à parier. Mais en fait, on est dans le truc de c'est chacun pour soi. Donc si je m'en sors pas, c'est un autre qui va s'en sortir. Voilà, du truc de la compétition. Mais sinon, je suis sûr qu'il y a plein de gens comme Reggie qui sont prêts à dire bon vas-y, j'abandonne mon logement. Si on est tous prêts à, tu sais, Frio, c'est 2000 € par mois. On a de quoi vivre et en plus on a du temps libre et tout. C'est aussi d'être moins payé. Moi j'y crois, ça aussi. T'es moins payé et t'as peut-être moins accès à des produits de consommation, mais t'es plus libre de faire ce que tu veux. T'as plus de temps libre. Allez, tu travailles 15 heures par semaine. Et t'as plus de temps libre à t'occuper. Il y a des loisirs qui sont plus facilement accessibles. Il y a une solidarité. Il y a des gens à rencontrer. Juste avoir du temps libre. Juste dormir. Dormir. Moi, je suis persuadé. Il y a plein de gens qui sont prêts à ça. Alors, du temps pour tes enfants, pour tes amis, pour tes parents. Faire du JDR. Oui, voilà. Je suis sûr. Si tout le monde a un filet de sécurité, si personne ne va finir à la rue, si tout le monde peut avoir un travail, une activité ou plus de temps libre pour goûter. Une activité sans travail pendant. Parce qu'après, je pense que les gens aiment travailler aussi. Mais ça aussi, faut que je lui amène voir. Les gens, faut lire Frio, parce que Frio, il dit, mais après, qu'est-ce que c'est le travail? Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour contredire les communistes et pour contredire Frio, ils vont dire, ouais, mais comment tu vas inciter les gens à agir dans la société? Comment tu vas inciter les gens à travailler? C'est-à-dire, mais déjà, il faudrait savoir ce que tu entends par travail, la notion de travail, et aussi combien de temps tu travailles. Mais aussi, Frio, ce qu'il explique, et moi, je suis sûr de ça, c'est que les gens ne seront pas satisfaits. Faut arrêter de croire que les gens aimeront juste ne rien faire chez eux. Ce n'est pas vrai. On veut agir quand même, on veut faire des activités, on veut aider, on veut se sentir utile, on veut rencontrer des gens, et tu vas rencontrer des gens en faisant d'autres activités, et tu veux aider la société, tu vois que ça marche, tu veux agir. Moi, je ne crois pas que l'être humain pourra passer toute sa vie à rien faire, juste chez lui à rien faire, et être comme ça. Non, ne serait-ce que pour avoir de la sociabilité, ne serait-ce que pour pas avoir la honte de se dire je fais rien alors que tous les autres sont dehors en train de faire des choses. Si un métier est moins attirant dans Frio, tu peux
motiver en disant tu montreras plus vite en grade dans salaire dans ce métier. Oui, parce qu'il y a aussi ça, en fait, il y a une question de comment on jauge la qualification et que faire des métiers qui sont un peu plus chiants, comme par exemple éboueur. Et donc l'une des propositions, c'est de dire ah bah éboueur, comme c'est un métier pénible que peu de gens vont faire, tu vas être payé un peu plus. Sachant que chez Frio, c'est 2000 € minimum et 5000 € maximum. Et en fait, tu pourrais avoir, mais ça c'est des discussions aussi de comment on jauge la qualification, mais tu pourrais avoir des crédits en plus si tu fais des choses que personne ne veut faire. Allez, vas-y, on te félicite un petit peu. Tu as le droit de prendre un peu plus dans toute la production de la richesse parce que tu as fait des choses que personne ne veut faire et que c'est relou. Allez, vas-y, tu as ton petit bonus en plus. Sachant qu'il y a une limite à ça. Mais il dit aussi que des métiers pénibles, il peut y avoir des roulements. Oui, mais ça, c'est aussi des choses à imaginer, à penser en collectif. Mais c'est aussi de se dire que c'est quelque chose à réfléchir, quoi. C'est un processus qui leur plaît. Donc s'il y a une sorte de filet de sécurité où on se dit tous, ok, quoi qu'il arrive dans la vie, l'État me protège, on serait pas dans ces discussions-là, tu vois. Mais en fait, c'est la peur de perdre des conditions matérielles, ça c'est évident. C'est la peur de pas de finir à la rue. Je pense pas que je finirai à la rue, tu vois, sauf cas très graves. Je pense pas. Mais c'est ça, c'est une question de comment on fait pour. Moi, je dis tout le temps, je vis pas une vie risquée financièrement, parce que comme tout le monde, tu vois, surtout quand tu grandis, on n'était pas pauvres, hein, mais c'est pas, on n'avait pas peur de pas manger. Mais c'est vrai que quand t'as goûté aux vacances, t'as envie que tu vas partir en vacances. Tu vois, t'as envie de partir pas loin forcément, mais t'as envie de te faire plaisir. Et c'est un truc que j'aimerais bien que tout le monde y ait accès. Et si moi, ça veut dire que j'ai moins de privilèges, parce que moi, je profite à fond de ce système-là, moi, ça me dérange pas. Du moment que moi, je peux vivre, je peux avoir un travail qui me plaît, qui paye bien, et je peux partir en vacances, c'est tout ce qu'il faut. Je peux avoir une famille. Et c'est ça aussi, tu vois, il y a plein de questions. Comment avoir une famille dans ce système-là, tu vois, Bah oui, voilà, mais le temps libre, les gens, moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup axer sur le temps libre, de dire, peut-être que dans le système communiste, vous aurez moins accès à des produits de luxe et tout, moins, vous aurez pas la iPhone 16, mais vous aurez du temps libre. En train de perdre un peu au fur et à mesure je parle pas de moi, parce que moi, en théorie, je pourrais avoir une famille, tu vois, financièrement. Et c'est pas ça le souci. Mais les gens, de manière générale, il y a moins d'enfants parce que les gens, ils ont plus d'argent aussi. Et c'est ça. Et en fait, moi, je pense que tout le monde devrait vivre dignement et il faudrait un système en place. Et s'il y avait ce filet de sécurité. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens, ils sont comme Reggie Le Gorilla, un peu de propagande gauchiste, ils sont comme Reggie Le Gorilla. C'est les patrons, mais en fait, à partir d'un moment, ce qui m'a radicalisé aussi, je pense, c'est le fait d'avoir de l'argent. De me dire, ok, maintenant j'ai de l'argent, ok, tu vois, à quoi bon avoir plus? Et c'est ça. Moi, je suis d'accord, ça aussi. Je veux dire, moi, c'est indécent. Il y a un moment donné, c'est bon, tu vis bien, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Quand t'as des milliards, à quoi ça te sert? C'est une folie, ça. Ça ne sert à rien. C'est bon. Je continue à investir et tout, parce que, encore une fois, cette crainte existe, elle est vraie, je vais pas mentir. Mais je me suis dit, ok, j'habite dans mon appartement. Maintenant, je peux partir en vacances quand je veux, financièrement parlant. Quoi de plus dans la vie, en fait? Allez, une famille, un chien, une autre maison s'il faut pour je change de maison, je sais pas quoi. Mais tu vois, en fait, cette avidité. C'est un gauchiste moral. Il a une morale de gauche. Il a une morale communiste. C'est ça il se rend pas compte de ça, Reggie. Qu'il est pas loin d'être communiste. Il a vraiment une morale de communiste, quoi. Ouais, bah, la communauté, si on peut tous vivre bien. Hein. Qu'ont les gens m'a aussi un peu radicalisé en me disant c'est bon en fait t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin d'aller un appartement ou une maison dans laquelle tu vis. C'est dommage parce que là sur la partie il y a pas de, attendez j'avance un petit peu, mais il y a pas ça, il y a pas le truc géopolitique parce que sur la Palestine, je pensais le clasher davantage Reggie parce que je pensais que dans cette vidéo il allait parler de la Palestine, il allait parler de Taïwan, il allait parler de Gaza, il allait parler de l'Ukraine et que c'est un atlantiste convaincu qui pue la merde parce qu'il avait dit que l'OTAN est imparfaite mais essentielle. Pourquoi, pour qui, comment? Je veux dire c'est quand même fou quoi. Et puis il veut dire ouais mais l'Ukraine ils se font tuer. Oui mais qui tue veut dire tu veux qu'on parle des forces au sein de l'OTAN, de qui elle massacre, de qui elle tue, de qui elle domine. Bref, c'est un peu dommage mais peut-être dans une autre vidéo on pourra aborder le sujet. Là c'est sa vidéo à gauche, il est très à gauche, ça va. Qui les ont toutes quoi. Est-ce que tu développes aujourd'hui un regard plus politique sur les œuvres culturelles? Par exemple, certains critiques comme François Bégodeau analysent les films sous un angle politique, rapport de classe, idéologie. Est-ce que c'est une approche qui t'intéresse? J'ai lu le livre, les gens, le dernier livre de Bégodeau, je fais un peu de pub, j'ai lu ça. Du mépris de François Bégodeau aux éditions, aux Causes perdues éditions. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Contrairement à Comme une mule, alors je le répète parce qu'il prétend toujours que je n'ai pas lu Comme une mule, ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas aimé Comme une mule, alors que je l'ai lu et ça m'a saoulé Comme une mule. Mais lui, j'ai adoré ce livre du mépris de François Bégodeau, et c'est du François Bégodeau comme j'aime, c'est-à-dire marrant, égocentrique, avec un ego de fou, mais moi j'adore, il a une confiance en lui, et je trouve que c'est son génie en fait, ça le rend
très très bon, la confiance qu'il a en lui. Et aussi, il a des réflexions extrêmement intéressantes sur... En fait, il parle de la question du mépris. Il y a une forme de réhabilitation du mépris. Mais dire que, mais attendez, c'est pas forcément une mauvaise chose. Effectivement, il y a des choses qu'on méprise. Pourquoi on fait comme si c'était absolument mauvais le mépris? Il y a des choses à mépriser. Il a aussi toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est la culture populaire, qu'est-ce que c'est la culture légitime. Et il a des techs extrêmement intéressantes où il s'oppose. En fait, on a un côté très populiste en ce moment à défendre absolument la culture populaire, dans le sens où on se dit si les gens aiment bien, c'est qu'il faut respecter la vie des gens. Tu vois, genre si la masse aime bien ce produit-là, c'est qu'il faut respecter ce produit-là. Voilà, les gens vont adorer, beaucoup de gens adorent les films des Seigneurs des Anneaux, donc il faut se dire que c'est bien, tu vois. Et lui, il a une tech en mode, déjà c'est populiste, non, il y a des trucs que les gens aiment bien qui sont pourris, qui sont objectivement pourris, et aussi l'idée qu'on confond culture populaire et culture de masse. Comme beaucoup de gens aiment bien, on prétend que c'est de la culture populaire, or lui non, c'est de la culture de masse, et ça a été récupéré par le capitalisme, et le capitalisme qui subsume tout est totalement capable de se dire non, mais on va faire ce produit à tout le monde, et à se prétendre faire de la culture populaire. Or non, c'est de la culture qui se vend. Voilà, c'est standardisé et ça se vend au plus grand nombre. Et il a aussi une tech où il dit que il n'y a plus vraiment de culture légitime. Il n'y a plus vraiment ce lore-là, et que la violence symbolique, elle est même à repenser, dans le sens où tout le monde s'en fout en fait que t'aies lu tous les Malraux en fait. Tout le monde s'en fout que t'aies lu tous les livres de Balzac et tout. Ça ne te donne plus, c'est même discrédité, parce que t'as l'idée que non mais ça c'est les trucs d'un télo, on s'en tape, c'est vraiment pour les bourgeois, les élites et tout. Et il explique que voilà, la violence symbolique, est-ce qu'elle est toujours exercée? Est-ce qu'un gars comme Bégodeau, il dit, mais par exemple moi, qui ai lu beaucoup de romans, j'impressionne plus personne. Et je trouve qu'il y a des trucs, c'est pas faux, quoi. On va l'inviter bientôt, vous inquiétez pas, on va l'inviter bientôt pour avoir une discussion autour de ça, mais il y a des trucs, je suis quand même un petit peu d'accord, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la même aura qu'il y a quelques années, quand tu dis que tu as lu plein de romans, c'est en mode, oui, bon, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Ouais, très bien, tu as lu tous les Malraux, on s'en fout. Tu n'impressionnes personne. Mais non, il est vrai, les gens, et en plus il est marrant, il y a une haine anti-Mylène Farmer qui moi m'a fait mourir de rire. Il y a aussi un passage sur Gaël Faye, où il corrige Gaël Faye. En fait, il fait des citations de Gaël Faye et il dit, il l'écrit mieux. Il dit, j'écris mieux que Gaël Faye, j'adore. Allez, juste on avance. Là c'est quoi? Le fait de recevoir des invités, attends. Le fait de recevoir des invités en face à face, comme Jérémy Ferrari, influence-t-il ta manière de faire tes critiques? Oui, ça c'est évident, on en a déjà parlé, mais RageBait, c'est l'émission qui RageBait le moins. Mais c'est normal, c'est logique. T'invites, les gens, c'est ce que j'arrête pas de dire. T'invites quelqu'un, il accepte de venir, t'invites une resta ou je sais pas, quelqu'un qui a fait un contenu, qui a fait un produit, qui a fait une œuvre, et tu l'invites, c'est très difficile de le critiquer. Et si tu le critiques, imaginons par exemple, je pense que Reggie Logoria a pas aimé le film de Jérémy Ferrari, il l'a invité dans son émission, il n'a pas été trop agressif. S'il avait été agressif, il n'a pas été trop agressif. S'il avait été agressif à l'égard de Jérémy Ferrari, s'il avait critiqué son film et tout, vous auriez grave kiffé, hein. Mais il n'aurait plus eu d'autres invités. Les gens n'auraient plus osé venir dans son émission parce qu'ils se seraient dit, ah ouais, je vais venir et en plus on va me critiquer mon film. Non, c'est le problème de, tu deviens un peu plus mainstream, institutionnel, t'arrives à avoir des grands noms, tu te doses. C'est logique, c'est normal. Dire c'est pas dû à son manque de courage, c'est le fonctionnement même. Si tu veux pouvoir les critiquer, avoir une liberté de ton, t'es obligé d'être dans ton coin sans les inviter et de devoir dire ce que tu veux, mais tu les aurais pas dans ton émission. Voilà. Regardez à la Zawa, on critique des Europe Écologie Les Verts, on critique le PS, mais on les aura pas. On les aura pas en émission. Ils vont aller chez Backseat. Voilà, ils vont aller chez Backseat, ils vont pas aller chez nous. Oui, t'as des exceptions comme Ruffin. Tu as réagi récemment à des situations de cancel, notamment autour de Antoine Daniel, en te disant favorable au pardon. Okay. Tu penses donc, par exemple, qu'il faut pardonner à Dany? Bon, voyons voir. Moi, je suis... Ouais, mais le truc de... ça veut dire quoi, pardonner à Dany? C'est-à-dire, c'est à nous de donner le pardon à Dany? Je veux dire, c'est le public qui doit pardonner. Mais bref, allons-y. C'est trop bizarre comme question. Il faut pardonner Dany. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les gens qui doivent pardonner à Dany? Est-ce que c'est le genre, les gens qui regardent Dany doivent pardonner à Dany? Et qu'est-ce que ça veut dire pardonner à Dany? C'est trop bizarre comme truc. Et pardonner de quoi aussi? Tu vois, pardonner de quoi? Considère pas que... Genre, Antoine Daniel, on doit le pardonner. Partons du principe qu'on a le pouvoir de le pardonner et qu'on devrait le pardonner ou pas le pardonner. C'est à nous de décider si on le pardonne ou pas. On doit le pardonner de quoi?
La Ouais. configuration est la même, pour le coup. Pas du tout. En fait, c'est au cas par cas, hein. C'est une question de gravité aussi des actes et des faits. Je pense qu'avec l'Antoine Daniel, il n'y a pas eu d'échange physique, psychologique non plus. C'était un con il y a des années, mais ça s'est restreint au virtuel, quoi. Et déjà, il y a une grosse différence par rapport à ça. Il n'y a pas eu de passage à l'acte, si j'ai bien mes faits, en tout cas, ou ce qui a été partagé et dit. Après, la question, je trouve qu'elle tombe comme ça. Je trouve ça trop chelou comme question, en fait. Je veux dire, on n'était pas du tout je sais, peut-être que c'est moi, mais je trouve la question, elle tombe mal, quoi. Comment ça se fait d'un coup? En plus, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et tout. D'un coup, paf, t'as voulu pardonner à Antoine Daniel, est-ce qu'on doit pardonner à Dany? En plus, prenons l'exemple que Dany. Pourquoi que Dany? Il y a plein d'histoires de questions de VSS et tout. Je sais pas. Oui, voilà, du punitivisme en général, tu vois. D'ailleurs, les gens qui étaient sceptiques quand je disais qu'il y avait un traitement raciste de Tariq Ramadan, vous avez vu Patrick Bruel? C'est un peu long. Il a fait de la préventive, Patrick Bruel. Comment ça se passe? Moi, j'ai vu des gens. Sardoche a défendu Patrick Bruel, d'ailleurs, dernièrement. Je pense que s'il y avait un passage à l'acte, où il y avait des tensions physiques et psychologiques, genre, qui étaient bien présentes chez Dany, pour le coup, c'est pas pareil. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. C'est surtout ça. Le truc, c'est que la question globale, Moi, il y a toujours le truc de. En fait, c'est ça qui me semble un peu étrange là-dedans. C'est que. Je veux dire, on te place comme la personne qui doit jauger si on doit pardonner ou pas. Et donc, ça implique que tu dois connaître l'affaire, tu dois connaître l'histoire. Et donc, on doit encourager tout le monde à faire son enquête pour savoir, dans ce truc-là, faire une enquête policière pour savoir dans ce truc-là, qui est responsable, qui est coupable, Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc... je sais pas, il y a un truc de le public, il y a un truc un peu true crime de le public qui va se chercher, qui vont débattre entre eux. Alors, c'est quoi vos avis? Est-ce que vous pensez qu'il l'a fait? Voilà, et que, en vrai, ce qui guide les gens, c'est pas tant la question de la justice en tant que telle. C'est vraiment, il y a un truc, c'est trop excitant, on va savoir des choses. Hein, voilà. compliqué aussi. Si la justice a fait son travail ou pas fait son travail, est-ce qu'on enlève la possibilité de travailler à des gens qui ont fait des choses horribles? Là, on le fait sur Internet parce que, en fait, sur Internet, il y a une image. Ouais, et ça aussi, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'avis de Reggie Le Gorilla sur la question du punitivisme? Pourquoi on pose... Je pense qu'il a un avis, mais son avis est pas construit. C'est normal, il a pas travaillé le sujet, il a pas lu les trucs sur le punitivisme, il a pas... Voilà, il y a ce truc de poser toutes les questions et n'importe quoi. Oui, ça vend la vidéo, oui, parce que je sais qu'il l'a mis en extrait, mais pourquoi? On pourrait questionner mais pourquoi à gauche trouve que c'est intéressant et c'est pertinent d'avoir l'avis de Reggie Le Gorilla sur la question du punitivisme et du traitement de Dany Caligula et de Antoine Daniel. Et en quoi c'est intéressant? Je sais pas. Il y a un truc putaclic qui m'énerve là-dedans. Qui m'énerve. Et Reggie, là, il essaye de s'en sortir avec la réponse, mais je veux dire, je comprends qu'il sache pas trop quoi répondre, parce que je pense qu'il a un avis, mais qu'il n'y a pas un avis construit, quoi. Comme tout le monde a un avis sur la fourmi en Amazonie. Bah ouais, ça doit être sympa, doit être une fourmi en Amazonie, voilà, je peux pas te dire plus, quoi. Que tu veuilles ou non, quand t'existes, t'as pas le choix, quoi, c'est comme ça. Donc forcément, on peut te cancel. Mais est-ce que maintenant, je sais pas, Dany il fait 1000 viewers, j'ai vu dans mes recommandés l'autre jour alors que je rate pas, il a fait 1000 viewers Twitch, bon ça va, hein, Sardoche Oui, moi il y a ça aussi, en fait, mais c'est l'avis que j'avais aussi précédemment. Déjà, moi il y a le truc de, ok, vous voulez cancel, pas cancel, vous avez un blocage. S'il y a des gens qui veulent regarder Antoine Daniel ou qui veulent regarder Dany Caligula, comment vous allez les empêcher en fait? Comment vous allez empêcher, vous cancelez si vous voulez, ne regardez pas son contenu si vous voulez, mais comment vous allez empêcher des gens, ils ont envie de regarder son contenu, d'aller regarder ce contenu? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et est-ce que vraiment l'enjeu majeur là, maintenant, sur les questions de VSS et tout, c'est d'empêcher Antoine Daniel ou Dany Caligula de faire des streams? Je sais pas, bon, il y a d'autres priorités que d'avoir, partons du principe que ils ont commis des VSS, il y a d'autres priorités que ça, quoi. Quand même, c'est assez insignifiant là-dedans. Et au final, et moi il y a aussi le truc du cancel, moi il y a aussi le discours autour du cancel, je suis en mode ça va les gars, ça va. Au final ça va, quoi. Ça va. Dany continue à faire des streams, il vit très bien. Antoine Daniel continue à faire des streams, ça va, quoi. Je trouve que les deux côtés abusent. Je suis en mode, à tout prix vouloir cancel tout et n'importe quoi, mais en plus, je veux dire, vous allez faire un combat pour que les gens ne regardent pas Antoine Daniel et Dany Caligula, qui me semble un peu inefficace, parce que ça n'arrivera pas. Si les gens veulent regarder, ils vont regarder. Et puis de l'autre côté... je veux dire, ça va, ils sont pas... Il y a pire comme trajectoire de vie, quoi. Ça va.
Ça vit bien, quoi, ça vit bien, tant mieux. Mais moi, c'est encore le problème, c'est que, oui, il faut réfléchir au cas par cas, mais c'est le problème, c'est qu'on réfléchit qu'au cas par cas. C'est-à-dire que notre seule capacité de politisation des sujets, c'est ok Dany, qu'est-ce qu'on fait? Ok Antoine Daniel, qu'est-ce qu'on fait? Ok, et on passe pas au général, c'est-à-dire ok, imaginons même qu'on est parfaitement bien traité le cas de Dany Caligula, de Antoine Daniel, de Sardoche et tout, ça ne va rien régler aux questions de VSS. En fait, il faut se rendre compte que les VSS, c'est un phénomène majeur, en fait, ça occupe tous les plans de la société. Mais nous, à partir du moment où on voit plus un VSS sur Twitch, c'est fini, la question est réglée. Ça m'énerve, en fait, ça m'énerve, on sent... Putain. Il faut généraliser le problème, tu vois. Par exemple, il y a un truc tout simple, la question des VSS, l'une des axes majeurs, ça serait par exemple la question du logement, de l'accès au logement. La question du droit au travail, la question de la précarité, la question de l'hétérosexualité, la question plutôt que ce streamer, est-ce qu'il faut continuer à le regarder ou pas? Et vraiment, les gens, vraiment, ça c'est le militantisme Twitter, Internet et tout. T'as des gens, c'est vraiment leur militantisme, je le regarde pas. Allez, assez de militantisme aujourd'hui. Je n'ai pas regardé le contenu de Dany Caligula. Je l'ai bloqué en fait. Et je mets des pouces négatifs en fait. Et je commente, le gars est un violeur et... Allez, fin de militantisme. Salut tout le monde. Allez, salam. Allez, c'est bon. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus de ça. Ah. Il y a des gens que je pardonne pas, hein. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est parce qu'il est de gauche et tout. Il y a plein de gens plus ou moins cancel de gauche, hein, qui n'ont pas été pardonnés, qui ont perdu des partenariats parce qu'ils pourtant ils sont de gauche. Et c'est un truc universel, hein, qui concerne tout le spectre politique. Donc c'est un problème qui est complètement différent. Non, c'est ça, faut voir la situation de chacun, quoi. Et surtout comment ça évolue, parce que c'est important, hein. Donc je pense que surtout dans la sphère privée, il doit y avoir des choses, peut-être il y a plein... Moi, c'est pour ça que je n'en connais pas, mais je sais pas quelle serait ma réaction si j'apprends que j'ai l'un de mes potes personnel, hein, qui a pas forcément d'image en ligne. C'est quoi ma réaction si j'apprends qu'il a fait un truc comme Antoine Daniel, quoi? Parce qu'il y a un affect qui est encore pire, entre guillemets. Donc on réagit comment, en fait? Est-ce qu'on dit c'est bon, on traîne plus avec cette personne alors que ça fait 15 ans qu'elle a compris, qu'elle a jamais agressé sexuellement quelqu'un, physiquement, ce genre de truc, juste elle a envoyé des messages à la con il y a 12 ans. Bon, tu vois. Et il y a tout le parasocial avec Internet aussi. T'as l'impression que c'est ton pote, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Mais ouais, moi je pense que dans le cas d'Antoine Daniel, ça me choque pas, ça me semble sincère. Il a pas fait un mal physique, même si un mal psychologique peut exister. Puis on s'en bat un peu les couilles, hein. Vraiment, moi, il y a le truc, je m'en bats un peu les couilles. Regardez encore Antoine Daniel, si vous voulez le regarder, regardez-le pas, si vous voulez pas le regarder. Mais pour moi, c'est pas un enjeu politique majeur. Ça va pas arrêter les VSS, on s'en fout. Après, c'est pas la faute de Reggie, hein. Pour moi, c'est la question qui n'avait pas lieu d'être. Je comprends pas pourquoi il y a cette question-là. Elle vient comme un cheveu sur la soupe, hein, comme on dit. Moi, j'aurais plus aimé qu'il l'interroge sur le côté international. Tu vois, il avait dit que Glucksmann, géopolitiquement, c'est intéressant, pourquoi il a pas creusé de là derrière? Moi je voulais ça en fait, qui s'explique sur ça? Bon, et conclusion de Reggie Le Coria, bah ça va, hein, ça va, c'est bon, tu peux continuer à venir au bureau, aux locaux de la Zavoie, et tu peux continuer à m'adresser la parole. Par contre, je vais t'offrir le livre de Friot, enfin t'offrir, te le prêter, hein. Et on va parler aussi géopolitique, parce que là ça va pas, hein, ton atlantisme, ça va être la limite, hein. Si tu continues à être atlantiste, tu vas dégager, je te le dis. Mais continue camarade, allez. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, hein, et de donner dans les liens en description là, de donner de l'argent parce que j'en ai besoin.